Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir... On verra. Vous allez voir, S'adapter. ça va dépendre de vos réactions à la première planche. Non, pas celle-là, la suivante. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir ménagé ce temps d'échange. Comme je le disais juste à l'instant, je vais commencer cette intervention. Alors, j'ai jamais été auditionné par votre commission, mais enfin, j'ai déjà fréquenté un tout petit peu les ordres de la République, enfin, ou plus exactement ceci, puisque j'avais eu le plaisir déjà d'échanger avec la mission sur l'effet de serre qui avait été constituée par l'Assemblée nationale, avec Jean-Yves Le Déaut et Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, c'était la préhistoire des auditions sur les questions de changement climatique à l'Assemblée nationale. Je vais aujourd'hui essayer de vous montrer un certain nombre de choses. Alors, ou bien vous sautez en l'air à la lecture de ce qui va suivre et j'ai besoin de 3/4 d'heure pour vous expliquer pourquoi c'est logique, ou bien on part de ça comme acquis et à ce moment j'ai juste quelques éléments complémentaires à vous montrer. Le premier élément de conclusion auquel j'ai envie de vous amener, c'est que sans énergie, le monde moderne n'existerait pas. L'énergie a façonné la totalité de ce qui nous entoure, la hausse du pouvoir d'achat, l'urbanisation, la tertiarisation, la mondialisation, le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures. En gros, la totalité de ce qui aujourd'hui fait ce qu'on considère être les acquis sociaux que nous pensons éternels, c'est l'énergie. Et il n'y a pas assez d'énergie pour que le smicard français continue à consommer comme il consomme. Il ne s'agit pas de vous et moi qui sommes dans les catégories supérieures, il s'agit bien du smicard français qui n'aura pas la possibilité, et ça a déjà commencé, de continuer à consommer comme il consomme. Et toute la question est de savoir comment est-ce que ce genre de situation se gère sans que ça dégénère en instabilité sociale très forte. La deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est que en première approximation, j'ai de très belles courbes pour le montrer, le PIB mondial ne dépend que de l'énergie disponible. Donc, dit autrement, si l'énergie disponible se met à être contrainte, et il ne s'agit pas de prix, il s'agit de volume, alors le PIB se met à être contraint. Et en fait, c'est très exactement la raison pour laquelle M. Sarkozy s'est trompé quand il a annoncé la hausse du pouvoir d'achat en 2007 et M. Hollande s'est trompé quand il a annoncé le retour de la croissance en 2012. Ils ont tous les deux fait la même erreur. Ils ont pensé que leur volonté était plus forte que la physique. Malheureusement, la physique est plus forte que leur volonté. Et donc, il n'y aura plus de croissance à partir de maintenant en Europe. En règle générale, on sera dans un monde sans croissance. Une année sur deux, la récession. Une année sur deux, un petit rebond. C'est tout simplement lié au fait que l'approvisionnement énergétique en Europe est déjà contraint. Je commence par la conclusion. Après, vous verrez si vous avez besoin des explications intermédiaires. En Europe, à cause des contraintes qui pèsent dès à présent sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole, qui représentent en gros les 2/3 de l'énergie consommée en Europe, et oui, la présentation peut circuler, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, on retient 90% de ce qu'on écrit et 10% de ce qu'on entend, je crois. Il y a dès à présent en Europe une contrainte d'approvisionnement qui fait, j'insiste, que la croissance perpétuelle ne reviendra plus. Alors on peut trouver ça triste, désagréable, je sais pas quoi. Mon sentiment, c'est que tout plan fait pour l'avenir qui présuppose qu'on va financer n'importe quoi avec les surplus d'une croissance retrouvée fera faillite. C'est assez simple. À partir de maintenant, il faut faire les plans pour l'avenir sans croissance. Voilà, donc ça je viens de le dire. De ce fait, le temps joue contre nous. Et de ce fait, il y a un effet d'éviction absolument majeur dans le fait de financer des trucs qui ne servent à rien. Dit autrement, tout truc qui ne sert à rien engendre un effet d'éviction sur les trucs qui pourraient servir à quelque chose. Et pour aller directement au fruit de ma pensée, si on dépense des dizaines de milliards en panneaux photovoltaïques, et ben ces dizaines de milliards ne sont plus disponibles pour faire des trucs qui servent vraiment à quelque chose, étant donné que les panneaux photovoltaïques portent sur des pouillèmes dans la situation actuelle. On ne peut pas compter sur la limitation de l'énergie fossile disponible. Donc dit autrement, on ne peut plus habiller Paul sans déshabiller Jacques. Voilà, c'est la caractéristique d'un univers sans croissance. On est dans une mauvaise situation en termes d'échelle de temps, c'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie fossile sur cette Terre pour compter sur sa limitation pour sauver le climat, mais il n'y en a déjà plus assez pour compter sur son abondance pour faire redémarrer l'économie européenne. Je peux répéter si vous voulez. Bon. Dit autrement, il va falloir que l'Europe trouve le moyen, avec une économie sans croissance, d'inciter les gens qui ont plein de charbon à ne pas taper dedans.
Voilà, je vous rappelle que nos voisins allemands ont décidé de faire exactement l'inverse pour le moment. Et enfin, la dernière chose, le dernier élément de conclusion, c'est que bien évidemment, la hiérarchie des nuisances ou la hiérarchie des mérites valables en monde infini n'est pas celle qui est valable en monde fini, puisque l'ordre respectif des contraintes que l'on doit prendre en compte change complètement. Entre autres conclusions, ça implique aussi que les modèles macroéconomiques que nous utilisons aujourd'hui, qui sont asservis qui bouclent par les prix, et qui présupposent des élasticités entre les prix et les volumes qui sont à peu près constantes, sont devenus grossièrement inopérants. C'est la raison pour laquelle on n'a pas, entre guillemets, vu venir la crise de 2007, qu'on pouvait très bien voir venir si on se concentre sur les volumes, et notamment les volumes d'énergie, et qu'on ne voit pas venir si on regarde les prix. Et l'une des choses que je vous montrerai si j'en ai le temps, c'est qu'aujourd'hui, par exemple sur le pétrole, il n'y a plus d'élasticité prix-volume. C'est-à-dire que le prix du pétrole ne donne pas la quantité de pétrole. Il donne le prix, point. Or, ce qui compte pour l'économie, c'est la quantité, c'est pas le prix. Donc voilà les quelques conclusions que je vous propose. Alors maintenant, il y a deux options. C'est comme des films où vous pouvez choisir la fin. Ou bien on part de ces choses-là, j'ai plus rien à vous montrer et on discute. Ou bien ça demande quand même quelques explications et à ce moment, je vous les fournis. Alors, on va continuer. Et on va commencer par des choses que vous avez sûrement entendues qui sont totalement contradictoires avec ce que je viens de vous raconter. La première que vous avez entendue et qui est vraie, c'est que ce n'est pas la peine de s'occuper du pétrole parce qu'il y a de moins en moins de pétrole dans le PIB. C'est tout à fait vrai. Si vous regardez la quantité de pétrole par euro de PIB, elle décroît. La deuxième chose que vous pourriez dire, c'est que hormis cas particulier de précarité, ce n'est pas la peine de s'occuper du prix de l'énergie puisque la part de l'énergie dans le budget des ménages décroît depuis 40 ans. Hein. L'énergie vaut aujourd'hui moins lourd dans le budget des ménages qu'avant le premier choc pétrolier. Hein. Donc, on pourrait très bien dire que, mis à part quelques personnes qui rouspètent un peu, ce n'est pas un problème. On pourrait dire aussi qu'il y a de plus en plus de pétrole, de gaz et de charbon extractibles. J'y reviendrai. Vous l'avez sûrement entendu. Voilà, ça c'est très récent. On va s'occuper du climat en 2015. Donc d'ici là, ce n'est pas la peine de s'exciter. Un autre truc que vous avez aussi entendu, c'est que le progrès technique et le génie humain résoudront tous les problèmes. Du reste, qu'avec des politiques courageuses, on peut faire exactement ce qu'on veut et que c'est qu'une affaire de volonté politique. Et moi, je ne suis pas complètement sûr que la physique soit d'accord avec ça. On va revenir à la physique pour le début de cette intervention, pour rappeler quelque chose que certains dans cette salle connaissent probablement. Alors, je suis désolé, ce que je vais dire maintenant est probablement des redites pour certains et des découvertes pour d'autres. Je ne sais pas faire autrement, parce que le niveau de connaissance préalable sur le sujet que je vais traiter est devenu très hétérogène. Donc c'est très difficile de faire un truc qui convienne à tout le monde. Donc je vais simplement rappeler que l'énergie, par définition en physique, caractérise le changement d'état d'un système. L'énergie, avant d'être des kilowattheures sur une facture, c'est une grandeur physique, et c'est la grandeur physique qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc elle obéit à des lois, qui sont des vraies lois, dit autrement, qui ne souffrent pas d'exception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie caractérise le changement d'état d'un système? Ça veut dire que dès que le monde change, de l'énergie intervient. Vous pouvez le voir dans un certain nombre de modifications qui sont courantes autour de vous. Par exemple, un changement de température fait intervenir de l'énergie, un changement de vitesse fait intervenir de l'énergie. Dit autrement, vous ne pouvez pas faire changer un objet de vitesse sans que de l'énergie entre en jeu. Vous ne pouvez pas faire changer la forme d'un objet sans que de l'énergie entre en jeu. Vous ne pouvez pas modifier une composition chimique sans que de l'énergie entre en jeu. Vous ne pouvez pas déplacer un corps dans un champ avec lequel il interagit sans que de l'énergie entre en jeu. Vous ne pouvez pas changer une composition atomique sans que de l'énergie entre en jeu. Et vous ne pouvez pas faire interagir de la matière et du rayonnement. Alors là, je vous ai montré la version agréable à partir du 1er juillet. Il y a une version plus courante tous les jours, c'est le four à micro-ondes. À chaque fois, de l'énergie entre en jeu. Dit autrement, là où l'économiste va mesurer la transformation avec des euros de valeur ajoutée, du moins quand il s'agit d'une activité économique des hommes, le physicien, lui, il verra des kilowattheures. Pas de transformation sans kilowattheures. Jamais. Du coup, pas d'énergie propre, puisque l'énergie s'est transformée, et la transformation ne peut pas être propre. La propreté, c'est laisser les choses en l'état. L'énergie, c'est fait pour ne pas laisser les choses en l'état. Donc l'énergie propre, ça n'existe pas. Ce qui peut exister, c'est de l'énergie utilisée dans des quantités telles que les avantages surpassent les inconvénients. Ça oui, l'énergie propre, ça n'existe pas. Pas plus verte que rose, que violette à paillettes du reste. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que l'énergie a structuré notre monde moderne réside en totalité dans le petit calcul d'ordre de grandeur que je vais vous montrer maintenant. Si on suppose qu'on transpose l'hémicycle à Chamonix et que vous montez tous les matins sur le Mont Blanc pour vous mettre en appétit, tous les matins, c'est pas facile, vous allez voir, ça fait pas beaucoup d'énergie. Eh bien, en montant sur le Mont Blanc, si je l'ai fait, il y a longtemps,
En montant sur le Mont Blanc, eh bien, l'énergie mécanique que vous allez restituer avec vos jambes est de l'ordre d'un demi-kilowattheure. Donc vous voyez, ce qu'un être humain peut fournir avec ses muscles en une journée de transpiration assez significative, on est d'accord? Eh bien, c'est de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Si vous faites intervenir vos bras, vous êtes à 10 fois moins. Et le 10 fois moins, c'est de l'ordre de 5 mètres cubes de terre remonté d'un mètre. Vous pouvez essayer. Ça fait un bel exercice et de belles ampoules. Dit autrement, quelqu'un de très bien entraîné qui est capable de faire ce genre de plaisanterie un jour sur deux, eh bien, à la fin de l'année, il aura été capable de fournir avec ses muscles de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique. Donc retenez cette équivalence. Un être humain égale 100 kWh d'énergie mécanique fournie en un an, maximum. Raisonnons un tout petit peu économie. Si vous prenez pour ça quelqu'un qui est payé au SMIC en France, vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines à quelques milliers d'euros. Avant l'avènement de l'énergie fossile, la capacité de transformation du monde des hommes valait, entre guillemets, des centaines ou des milliers de fois plus cher que ce que les machines nous permettent de faire aujourd'hui. Exactement. Alors, prenons un esclave, ce qui n'est pas politiquement correct, mais ce qui a été un fait. C'est moins cher, mais c'est quand même plus cher que l'énergie. C'est moins cher, mais c'est quand même plus cher que l'énergie. Il faut le nourrir, il faut l'empêcher de mourir, il faut l'acheter, etc. Rien que ça vous coûte quelques euros par jour. Et le salariat découle de l'énergie abondante. Sans énergie abondante, on aura de nouveau des tensions sociales très fortes. Dans un litre d'essence, vous avez de l'ordre de 10 kWh d'énergie, ce qui veut dire que ça vous permet d'avoir de l'énergie mécanique pour 1000 à 10 000 fois moins cher que le coût du travail en Occident. Tout réside là-dedans. La hausse du pouvoir d'achat, l'industrialisation, etc., et y compris aussi la tertiarisation des emplois, ce que je vais vous montrer après. Voilà comment a évolué la quantité d'énergie consommée par personne à la surface de la planète depuis un siècle et demi. Vous voyez qu'en 1860, le terrien ordinaire, il avait à peu près 1500 kWh d'énergie par an, et c'était surtout de l'énergie thermique, charbon et bois, pardon. Donc ça lui servait à se chauffer, un peu au début de la métallurgie, un peu au début des transports, bateaux à vapeur, trains. Et puis au fil du temps, cette quantité d'énergie est progressivement montée à 20 000 kWh par personne et par an, extraite de l'environnement, dans lequel vous voyez petit a que le charbon n'a jamais décru. Le charbon reste une énergie très consommée par personne dans le monde, et on verra après pourquoi. Et aucune énergie n'en a cannibalisé une autre de manière massive. Aucune. Le pétrole est venu se rajouter sur le charbon, le gaz sur le pétrole et le charbon, etc. Et ce qui excite tant nos amis journalistes, là vous savez, l'éolien, le biogaz, le photovoltaïque, la géothermie, etc., c'est le petit machin bleu que vous avez tout en haut. C'est ça, là. D'accord ? Mais vous verrez après. Donc pour le moment, on parle de trombone. Il est... Non, parce que là c'est très partagé cette affaire-là. C'est assez indépendant de la couleur politique. Donc, on parle d'un sujet sérieux, là, s'il vous plaît. Donc, quelques pourcents de décroissance par an. Bah, le nucléaire, c'est un plus gros machin. Quelques pourcents de décroissance. Et pour répondre directement à cette question, si vous pensez que ça jouera jamais aucun rôle, alors les nombres font que ça en jouera encore moins. Quelques pourcents de décroissance de ça ou ça par an. S'il vous plaît. L'énergie, c'est des règles de 3. Hein. Donc, quelques pourcents de décroissance de ça ou ça par an auront énormément de mal à être compensés par la croissance de ce truc-là. Énormément. C'est une affaire de règle de 3. Hein. Alors, pourquoi est-ce que le charbon n'a jamais décru dans le monde? Tout simplement parce que les 2/3 du charbon mondial aujourd'hui servent à produire de l'électricité. Et vous verrez un peu plus tard que le premier mode de production d'électricité dans le monde, c'est le charbon. Alors, il faut savoir qu'une centrale électrique, 85% de l'électricité mondiale est faite en faisant bouillir de l'eau. Donc c'est des bouilloires compliqués, les centrales électriques. Et on peut faire la chaleur soit avec du charbon, soit avec du gaz, soit avec du pétrole, soit avec de l'uranium. À chaque fois, vous faites de la chaleur, faites bouillir de l'eau, faites de la vapeur, vous attaquez une turbine. Toujours pareil. Et dans tous les cas de figure, vous avez besoin d'une source froide, puisque vous avez une machine de Carnot à chaque fois. Hein. Donc les 2/3 du charbon mondial, c'est de l'électricité. Le pétrole, c'est l'énergie des transports. Et donc, ce n'est pas le même usage que l'électricité. Ce que vous voyez ici, et retenez ce pourcentage parce que ça expliquera mon lien énergie-PIB et pourquoi à partir de maintenant, il n'y aura plus de croissance. Plus de 2,5% sur l'approvisionnement énergétique par personne pendant plus d'un siècle, pendant lequel nous avons structuré les infrastructures, les villes, changé l'agriculture, fait les industries, etc. Hein, bâti les systèmes sociaux qui vont dessus.
plus 2,5% par an. Depuis 1980, cacahuète. Et en fait, l'essentiel de la hausse, c'est le charbon et c'est la Chine. Si j'enlève le charbon en Chine, pour le reste du monde, c'est zéro. Donc depuis 1980, hormis la Chine, l'approvisionnement énergétique par personne n'augmente plus. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on ne regarde que les prix, c'est que les chocs pétroliers ont marqué une rupture de pente massive sur l'approvisionnement énergétique par personne, qui a commencé à totalement chambouler le système économique mondial en faisant apparaître le chômage, l'endettement et un certain nombre de problèmes qui n'existaient pas avant 1974. Ce n'est pas une affaire de prix, vous allez voir après, c'est une affaire de volume. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chaque terrien dispose de l'équivalent de 200 esclaves par personne. C'est ça que nous a procuré l'énergie abondante et à bas prix. Dit autrement, si nous n'avions pas les énergies fossiles, on devrait avoir 200 planètes Terre supplémentaires dans le système solaire, où sur chacune de ces planètes Terre, 7 milliards de bonshommes pédaleraient comme des fous toute la journée, et ça nous permettrait, à nous terriens, de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Donc les terriens d'aujourd'hui sont assez comparables aux citoyens de l'ancienne Grèce. Vous savez, il y en avait un tout petit nombre, là, c'est ceux dont on se souvient, avec une armée de paysans qui étaient en train d'esclaves et de paysans qui étaient en train de trimer pour eux et qui n'avaient pas du tout les droits électifs, etc. Ben là, c'est exactement pareil. En fait, la raison pour laquelle on peut se consacrer aux affaires publiques, avoir le droit de vote, etc., c'est parce que l'énergie a remplacé la force de nos muscles et on n'est pas obligé de passer notre journée à faire pousser des patates. Alors par-dessus ça, on a évidemment eu une croissance démographique très forte. Au moment où l'humanité se sédentarise, on est à peu près quelques millions, donc la moitié de la population francilienne. Au moment où naît la civilisation industrielle, un demi-milliard, et aujourd'hui, en 2 siècles, 8 générations, rien du tout à l'échelle de l'histoire humaine, 8 générations, rien. 4 fois passé de grands-parents à petits-fils, 4 fois. Eh bien, on est passé à 7 milliards et ça continue d'augmenter. Et du coup, bien évidemment, la consommation globale d'énergie a explosé. 80% de cette consommation sur Terre est le fait de combustibles dits fossiles, c'est-à-dire que c'est des restes de vie anciennes, fougères au carbonifère pour le charbon, 300 millions d'années, algues et plancton pour le gaz et le pétrole. Même l'électricité est massivement fossile. Vous avez ici la production électrique mondiale en 1973 et en 2007, exprimée en milliards de kilowattheures électriques, donc en térawattheures, milliards de kilowattheures. Alors pour mémoire, la production française aujourd'hui, c'est 550 térawattheures. La consommation électrique mondiale en 1945, c'était 600. Donc l'électricité, c'est vraiment le fait de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une énergie qui n'existait pas avant. Ce que vous voyez, c'est qu'en 1973, les combustibles fossiles font les 3/4 de la production électrique. En 2007, ils en font les 2/3. Ce qui a le plus augmenté dans le monde depuis, c'est le charbon, et de très loin. La Chine installe aujourd'hui une tranche à charbon par semaine. Une tranche à charbon par semaine. Ça fait un peu moins de pagination dans le journal français que les quelques fois où ils achètent un EPR. Une tranche à charbon par semaine en Chine. Les capacités installées aujourd'hui dans le monde, les premières d'entre elles, c'est du charbon. Il y a entre 150 et 200 gigawatts de centrales à charbon en construction en ce moment, à l'heure à laquelle je vous parle. Sachant que les capacités installées en France sont de l'ordre de 100, tous modes de production confondus. Vous voyez que derrière, ce qui a le plus augmenté, c'est le gaz. Et seulement derrière, vous avez l'hydroélectricité et le nucléaire. Alors il y a aussi des énergies renouvelables dans le monde, je vous le disais. La première d'entre elles, alors là, retenez une règle du pouce qui marche très bien, c'est que l'importance des énergies renouvelables dans le monde est inversement proportionnelle à leur pagination dans le journal français. Ça marche très très bien. 10%, je vous parle du journal français, 10% de l'énergie mondiale provient du bois, qui est en fait dès à présent plus totalement renouvelable, puisqu'une partie du bois énergie consommé dans le monde correspond à de la recherche de bois de feu autour des villes africaines, et ça engendre de la déforestation. Ensuite arrive l'hydroélectricité qui représente aujourd'hui l'essentiel des capacités d'énergie renouvelable en construction dans le monde, loin devant l'éolien. Et ensuite arrive l'éolien qui, là, avec la convention la plus favorable que je puisse utiliser, c'est-à-dire l'équivalent primaire, vous donne un peu moins de 1% de l'énergie mondiale. Les agrocarburants, c'est 0,4%. Retenez pour mémoire qu'avec cette unité, le pétrole, ça fait 4000. Donc dans le même temps que le monde consomme 4000 millions de tonnes de vrai pétrole, on fait 60 millions de tonnes d'agrocarburants. 1,5% des carburants mondiaux. Et pour ça, les Américains utilisent déjà 40% de leur maïs, c'est-à-dire la même chose que ce qu'ils donnent aux animaux. 40% du maïs américain va dans l'alimentation animale, 40% dans les agrocarburants. En Allemagne, vous avez déjà des producteurs de maïs qui mettent leur maïs directement dans les méthaniseurs, donc ça ne passe plus par la case alimentation, pour favoriser la production de biogaz
qui ensuite favorisera l'électricité. Donc l'utilisation de la biomasse, on y reviendra après au moment des questions, j'imagine, à des fins énergétiques, c'est un truc qui doit se regarder de manière un peu précise. On ne peut pas dire biomasse, solution miracle. Et enfin, le photovoltaïque, aujourd'hui, ça fait 0,1% de la production énergétique mondiale, pas électrique. C'est toujours pareil, hein, c'est mon problème de pourcentage et de règle de 3. À quelle vitesse est-ce que ce truc-là doit croître pour compenser de manière significative un déclin de 2 ou 3% sur un truc qui fait un tiers de l'approvisionnement énergétique mondial? C'est juste un problème de règle de 3. Hein. Voilà ici l'approvisionnement, alors non pas primaire, c'est-à-dire non pas l'énergie qu'on retire de l'environnement, parce qu'il faut savoir un truc avec l'énergie, c'est que à cause d'une loi physique qui s'appelle la loi de conservation, tout ce que les hommes peuvent faire, c'est d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Le terme production d'énergie est un terme impropre, c'est une violation de la physique. Tout ce que les hommes savent faire, c'est extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement? Des trucs qui brûlent, des noyaux d'uranium qui se cassent en deux, de l'eau qui tombe, du vent qui souffle, du rayonnement qui arrive. On ne trouve pas d'électricité, du moins tant qu'on ne sait pas brancher les cafetières sur les éclairs d'orage. On ne trouve pas d'hydrogène. D'accord? Pas natif. Il y en a plein dans l'eau, mais il faut plein d'énergie pour le dissocier de l'oxygène. Donc tout ce que vous trouvez dans l'environnement, c'est de l'énergie dite primaire, et vous allez l'extraire, la transformer avec un système énergétique et en faire de l'énergie finale, c'est celle qu'on utilise nous. Carburant qui rentre dans les voitures, l'électricité qui alimente les cafetières, etc. Vous avez ici la répartition de l'énergie finale consommée en France en milliards de kilowattheures par secteur et par énergie finale. Tout ce qui est cerclé en bleu là, c'est des combustibles fossiles. Donc vous voyez, la France n'est pas un pays tout nucléaire, c'est un pays avant tout fossile, si on regarde l'énergie finale, exactement comme nos voisins européens. L'électricité est essentiellement tout nucléaire. L'électricité, oui. L'énergie, non. Hein? Alors les journalistes font souvent la confusion entre les deux parce qu'on aime bien parler de ce qu'on voit. Et en France, ce qu'on voit, c'est des centrales électriques. On ne voit pas de puits de pétrole, on ne voit pas de puits de gaz. On voit quelques barrages. Donc on parle de ce qu'on voit. Mais l'essentiel de l'énergie que nous utilisons vient d'ailleurs. Et donc le journaliste français, il n'est pas focalisé dessus. En ce qui concerne l'électricité, retenez aussi quelque chose qui est important pour les politiques publiques, c'est que l'essentiel de l'utilisation de l'électricité n'est pas un usage thermique, c'est un usage dit spécifique, c'est-à-dire que ça alimente des tas d'appareils qui ne servent pas à produire de la chaleur. Des frigos, des pompes, des lave-linges, des lave-vaisselle, des ascenseurs, etc. Et économiser de l'énergie dans ces usages-là, c'est quelque chose qui est plus compliqué que d'en économiser dans la chaleur. On a aussi des énergies renouvelables en France, et dont la hiérarchie est très exactement celle qu'on a dans le monde. Arrive en premier le bois, puis en deuxième l'hydroélectricité, puis ensuite des tas de bricoles. Et vous avez ici, là, l'éolien qui fait, sauf erreur de ma part, 5% de 7%. Et le photovoltaïque qui est là, qui fait, non pardon, il est là, il fait 1% de 7%. Voilà. Revenons au volume. Vous avez ici le taux de croissance de la consommation énergétique mondiale depuis 1945. Je vous l'ai séparé en deux morceaux. Entre 1945 et le premier choc pétrolier, vous voyez que l'énergie mondiale augmente en moyenne sur la période de 5%. Et là, vous avez l'augmentation moyenne sur la période après le choc pétrolier. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la descente très forte de ce taux de croissance. Et si vous faites une courbe de tendance sur ce taux de croissance, vous voyez qu'elle est négative. Donc pour ceux à qui ça dit quelque chose, la dérivée seconde est négative. Et donc il suffit d'attendre. Et ce taux de croissance deviendra nul, puis négatif. Un taux de croissance négatif, ça s'appelle une diminution. Avant de vous dire quelle conclusion ça m'inspire, revenons à la manière dont l'énergie a structuré les métiers. Parce que ça, c'est pareil. L'un des trucs qui compte en démocratie, c'est d'avoir un emploi. Les grands maîtres penseurs le disaient déjà il y a quasiment 2 siècles. L'énergie a totalement déplacé la structure des métiers. Vous avez ici l'évolution de l'emploi en France depuis 2 siècles. Alors vous voyez, il y a 2 siècles, le français ordinaire était paysan. D'accord? Tout le monde avait comme fonction productive première de se nourrir lui, plus nourrir 0,5 personnes qui n'étaient pas dans les champs. Hein, les 2 tiers de la population active dans les champs, ça veut dire qu'en moyenne, chaque personne se nourrit lui, plus 0,5 personnes qui n'y est pas. Hein, on est d'accord? Arrive l'énergie. L'énergie permet de fabriquer des machines qui vont rendre service aux paysans, des charrues plus efficaces, etc. Ça permet de fabriquer des moissonneuses-batteuses, ça permet d'augmenter les rendements. Et puis un jour, on va mettre les machines directement dans les champs, après-guerre. Ça s'appelle des tracteurs. Un tracteur, c'est 1000 paires de jambes. Hein. Un tracteur de 100 chevaux, c'est à peu près 1000 paires de jambes en puissance développée. Et donc, un paysan maintenant, il nourrit lui, plus 50 autres personnes.
Alors qu'il nourrissait avant lui plus 0,5 personnes, il nourrit lui plus 50 autres personnes. Ces 50 autres personnes peuvent se mettre à faire autre chose grâce à l'énergie qui permet de transformer des tas d'autres ressources que nous trouvons dans l'environnement, des minerais, du bois, des sols, etc. Et on va donc se mettre à développer l'industrie qui n'est rien d'autre que de la transformation de ressources naturelles. Tous les objets que vous avez dans cette salle, c'est des ressources transformées. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe à cette règle. Donc l'industrie prend des ressources gratuites dans notre système économique et les transforme pour en faire autre chose. Arrive le choc pétrolier et à ce moment, le flux global d'énergie, et ce que je suis en train de vous décrire là, c'est produit dans tous les pays occidentaux au même moment. Tous. D'accord ? C'est donc que ce n'est pas l'incurie du politique du pays A qui fait que la situation se présente comme elle se présente. C'est vraiment un fait physique global. Hein. Dans tous les pays, à ce moment, la productivité par personne se met à aller plus vite que le flux global contraint par l'énergie globale, et à ce moment, la part de l'emploi industriel baisse. Avec, soit dit en passant, une subtilité de nomenclature, parce que si vous prenez un ouvrier dans une usine automobile, il est dans l'industrie. Si vous prenez un garagiste sous un pont-levant réparant une voiture qui fait physiquement exactement les mêmes gestes, vous allez le mettre dans les services. Donc aujourd'hui, la question de savoir qu'est-ce qui est de l'industrie et qu'est-ce qui est des services est devenue une question, ça peut vous paraître trivial, mais qui est en fait une vraie question. Et quand vous parlez à M. Pépi, il vous dit « moi je suis un industriel » et quand vous regardez ce que c'est qu'un train et un atelier de maintenance, il a raison. L'INSEE le met dans les services. Hein. Quand mon charcutier fait son boudin excellent au demeurant chez lui, il est dans les services. Quand un ouvrier de chez Doux découpe des poulets dans une usine, il est dans l'industrie. On peut discuter de la pertinence de cette nomenclature pour savoir ce qu'on doit faire plus tard. Hein. Fin de la parenthèse. Donc, toujours est-il qu'avec la nomenclature de l'INSEE, vous voyez que la part de l'emploi dans l'industrie se met à baisser, mais le flux industriel continue d'augmenter, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, et donc les services où la productivité est moindre peuvent continuer d'augmenter derrière. C'est quoi les services? C'est le commerce, c'est la banque, et puis c'est le transport, etc. Mais on voit également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant 1974, qui s'appelle les chômeurs. Les chômeurs, c'est une manière particulière dont le système physique, avec laquelle le système physique, gère le fait que la productivité globale du travail ne puisse plus augmenter aussi vite qu'avant. Puisque la productivité du travail, c'est l'énergie qu'on a. Donc ça ne peut plus augmenter aussi vite qu'avant. Et à ce moment, on voit l'apparition de chômeurs. Avant 1974, il y a un siècle, il fallait plutôt passer des lois pour éviter que les femmes, les enfants et les nourrissons travaillent 24 heures sur 24. Donc l'élément limitant avant 1974, c'était le travail. Depuis 1974, l'élément limitant n'est plus le travail. C'est l'énergie. Vous allez le voir après. C'est l'énergie. Voilà un instantané de ce que je vous ai raconté pour la France, et là c'est pour le monde. Donc vous avez ici pour l'ensemble des pays du monde, je suis désolé, je n'ai pas mis les étiquettes à côté des points, la consommation d'énergie par personne en fonction de la fraction de l'emploi dans l'agriculture. Enfin plus exactement, la fraction de l'emploi dans l'agriculture en fonction de l'énergie consommée par personne. Et ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, plus on a d'énergie par personne, et moins vous avez d'emploi dans l'agriculture. C'est très exactement ce que je vous ai montré en dynamique tout à l'heure. Ces gens vont à ce moment faire des emplois industriels et services dans les villes. Donc l'urbanisation, c'est l'énergie abondante. L'urbanisation, c'est l'énergie abondante. Le fait que la ville puisse être un système socio-économique stable, en univers énergétique très contraint, avec 80% de la population dedans, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et voilà un autre truc qui devrait un peu vous perturber, parce que moi ça m'a perturbé la première fois que j'ai fait ça. Vous avez ici les émissions de CO2 par personne, en fonction de la part de l'emploi dans les services. Alors vous savez, on dit toujours, quand on met des services, on dématérialise. C'est l'exact inverse qu'on voit. Plus vous avez de services dans l'économie, en gros, et plus vous avez d'énergie fossile consommée par personne. Alors c'est très perturbant. En fait, c'est très logique. Vous pouvez avoir tout le monde dans les services à partir du moment où la totalité de nos fonctions productives sont assurées par des machines qui consomment de l'énergie. Et à ce moment, les services qui consistent à gérer ces flux physiques, qu'est-ce que c'est les services? C'est gérer de l'information, c'est gérer des flux physiques. Eh bien, vous pouvez mettre à peu près toute la population active dedans. Mon sentiment, il y a des études qui commencent à illustrer ça, c'est que dans un monde contraint sur l'énergie, la part du travail manuel va augmenter et non pas baisser, et la part des services va baisser et non pas augmenter. Enfin, à la subtilité près que je vous ai exposé tout à l'heure sur savoir ce qu'était de l'industrie et des services. Alors, je crois que vous avez aussi en charge l'aménagement du territoire. Voilà comment l'énergie abondante a déformé l'occupation du territoire. Plus besoin de personnes dans les campagnes, on a mis des tracteurs, tout le monde en ville, et on peut conserver la fonction d'échange des villes, parce qu'une ville, ça sert à ça, ça sert à une fonction d'échange en étalant les banlieues, puisque l'énergie abondante permet de garder des flux en volume et en délai extrêmement performants avec les gens de plus en plus éloignés. Le temps de déplacement peut être conservé constant avec des voitures pour tous, alors que quand il fallait marcher, on faisait tous les commerces sur le Pont-Neuf, et c'est comme ça que c'était le plus efficace.
vous voyez que l'évolution que je vous montre ici a été vécue par tous les pays occidentaux. Ce n'est pas le propre de la France que je suis en train de vous raconter. La concentration urbaine et l'étalement urbain, c'est le fait de tous les pays occidentaux. Alors quand on a démarré les villes avant l'énergie abondante, les cœurs de ville sont denses. Quand on a démarré Atlanta, déjà à l'époque de l'énergie abondante, il n'y a pas de cœur de ville. Donc, si vous allez à Atlanta et que vous demandez au portier de l'hôtel où se trouve le centre-ville, il rigole parce qu'il ne sait pas où c'est. Il n'y a pas de centre-ville, ça n'existe pas. Revoici maintenant l'évolution de l'énergie consommée dans le monde depuis 1965, mais cette fois-ci, je vous montre ça sous un autre angle. Vous avez en bleu les pays de l'OCDE, et vous voyez que les pays de l'OCDE sont déjà en approvisionnement décroissant, mais ça commence à décroître. Et ici, vous avez les pays dits émergents, chez qui, au contraire, l'approvisionnement continue à croître, et au sein de ces pays émergents, vous avez la Chine, où l'approvisionnement croît extrêmement fort. Maintenant, regardons l'évolution du PIB de ces pays. Voilà le PIB en dollars constants des pays de l'OCDE depuis 1960. Et vous voyez qu'on vit depuis 2007, et vous verrez après pourquoi à cause du pétrole, un épisode inédit, il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça va durer un certain temps. Il n'y en a plus. À cause de raisons énergétiques. Par contre, chez les autres, là ça continue. Voilà la France, c'est pareil, plus de croissance en monnaie constante, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sarkozy a promis un truc qui ne pouvait pas tenir pour des raisons physiques, et Hollande a promis un truc qui ne pourra pas tenir pour des raisons physiques. Et ils font tous la même erreur dans tous les pays, dans toutes les démocraties. Hein, donc c'est pas. Alors, voilà le système économique sur lequel on raisonne pour promettre la croissance du pouvoir d'achat. C'est le système économique que vous avez appris à l'école. Le super quelque chose change en fonction du contexte. Hein. Je vous précise que je n'ai rien contre M. Draghi ni contre M. Hérault. À titre personnel. Donc voilà comment s'organise le système économique tel que nous l'apprenons à l'école. Vous avez deux facteurs de production, le capital et le travail. Et donc si la production n'est pas assez élevée pour payer les retraites et assurer, boucher le trou de la sécu, eh bien on dit qu'on va baisser les charges sur le travail, plus de travail, et on dit qu'on va baisser le coût du capital, plus de crédit, plus etc. Ça ne marche pas. En ce moment le capital est à coût négatif. L'Allemagne emprunte à coût négatif. Et du travail on a à ne plus savoir qu'en faire, on a plein de chômeurs. Pourtant le PIB n'augmente pas. Donc c'est que ça ne marche pas comme ça. En fait, ça marche de la manière suivante, physiquement. L'économie n'est qu'une énorme machine à transformer des ressources naturelles gratuites. Et le capital, la formation de capital plus exactement, est une boucle interne au système. L'immeuble dans lequel nous sommes, qui est un élément de capital, ça n'est rien d'autre que des ressources et du travail passé. C'est juste ça. Le brevet qu'un industriel déposera aujourd'hui, ça n'est rien d'autre que des ressources et du travail passé. La marque qu'une entreprise achètera peut-être aujourd'hui, c'est rien d'autre que des ressources et du travail passé. Donc, le capital, c'est des ressources et du travail passé, et l'économie n'est qu'une énorme machine à transformer les ressources. La transformation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'énergie. Cette énergie est fournie par 1 pour nos muscles, par 200 pour l'énergie extracorporelle. Alors, une fois que vous avez ce schéma en tête, ce que je vous ai raconté devient logique. Si vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie, quel que soit le prix de l'énergie par ailleurs, si vous avez moins de kilowattheures, vous aurez moins de PIB. Quel que soit le prix de l'énergie. Une illustration idiote. Si demain matin, je divise l'approvisionnement pétrolier de la France par 2, c'est caricatural, mais c'est pour vous faire bien comprendre. Je peux garantir aux camionneurs que le litre de gasoil coûte 0,8 €. S'ils en ont 2 fois moins, la machine économique française se grippe. Ce n'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de quantité. Le prix répond aux quantités tant qu'il n'y a pas de problème sur les quantités. Quand il y a des problèmes sur les quantités, le système ne s'organise plus comme ça. Donc si vous surveillez le prix, vous n'aurez pas la quantité. Si vous avez un problème sur les ressources, vous aurez aussi un problème sur la production. Alors je vais prendre un exemple idiot que je prends souvent qui est la pêche. Dans la pêche, le capital c'est votre bateau, le travail c'est votre marin. Ce que vous pêchez c'est les poissons, et l'énergie c'est le gasoil que vous mettez dans le bateau. Le PIB c'est la valeur des poissons pêchés. Donc tant que le poisson est dans la mer, sa valeur, sa contribution dans le PIB est 0, nul, d'accord. C'est 15 milliards d'années d'évolution qui a fait le patrimoine génétique des poissons et qui a fait l'océan, qui permettent aux poissons d'arriver tout seuls dans la mer sans qu'on lui demande rien. Gratuit ça, gratos, pas un centime. Vous pêchez le poisson, donc il vous faut un bateau, du diesel, un marin, un poisson. Si vous n'avez plus de diesel, je ne sais pas s'il y a un député du Guilvinec ici, faire avancer le chalutier du Guilvinec avec les rames, compliqué. Plus de diesel, plus de poisson, plus de PIB. Donc vous aurez vos marins, votre travail, vous aurez votre capital, votre bateau, pas de PIB. Si vous avez votre marin, votre diesel, votre bateau, pas de poisson, pas de PIB. D'accord? Donc le système économique aujourd'hui n'est encore une fois qu'une énorme machine à transformer des ressources qui ne sont nulle part dans les indicateurs économiques, dont la formation, dont le coût de formation n'est nulle part dans les indicateurs économiques que nous utilisons. En tant que les ressources sont immenses par rapport à notre activité, c'est une bonne convention. L'approximation au premier ordre, quand le stock est immense et notre prélèvement tout petit, c'est de ne pas s'emmerder avec le niveau du stock.
Mais aujourd'hui, notre activité est devenue très significative par rapport au niveau du stock, et ne pas surveiller le niveau du stock nous conduit à des erreurs majeures. Alors vous savez, quand un ingénieur a des théories fumeuses, il faut qu'il les passe au banc d'essai. Vous avez ici un graphique qui vous donne pour le monde dans son ensemble la consommation d'énergie depuis 1965 et la variation du PIB depuis 1965. D'aucuns, voyant cette courbe avant l'exposé qui a précédé, pourraient me dire « ça ne me dit pas où est la poule et l'œuf », ce qui est tout à fait vrai. Par contre, si vous savez que le système s'organise comme ça, alors vous devez logiquement trouver quelque chose comme ça. D'accord ? C'est logique. C'est logique. Voilà une autre manière de présenter la même chose. Vous avez ici, de 1965 à 2011, un point par année. En abscisse, vous avez la consommation d'énergie mondiale. En ordonnée, vous avez le PIB mondial. Alors vous voyez, dis-moi combien d'énergie tu consommes, je te dirai combien tu fais de PIB. C'est simple. Pas la peine de s'emmerder à faire mésange ou je sais pas quoi. Très simple. Par contre, ce n'est pas une affaire de prix. Vous avez ici le PIB mondial en fonction du prix du baril depuis 1960. Pourquoi le prix du baril? Parce que les 3/4 du prix payé pour l'énergie, c'est du pétrole. Et par ailleurs, le prix du pétrole, sauf le gaz aux États-Unis pour les années récentes, a servi le prix des autres énergies. Il a servi le prix du gaz dans toutes les autres régions du monde et il a servi le prix du charbon. Vous voyez là-dessus que de 1965 à ici, on est en 74, le prix du baril baisse légèrement avec un PIB qui monte, puis le prix du baril augmente violemment avec un PIB qui monte, puis il baisse violemment avec un PIB qui monte, puis le PIB monte avec un prix du baril à peu près constant, puis le PIB monte avec un prix du baril qui augmente fortement, etc. Il n'y a pas de lien entre le PIB mondial et le prix du baril. Il y a un lien entre l'endettement français et le prix du baril que je vous montrerai juste après. Mais il n'y a pas de lien entre le PIB mondial et le prix du baril. C'est juste un transfert de rente. C'est juste un transfert de rente. D'accord ? Donc régler le problème énergétique en attendant que le prix de l'énergie monte tout seul, c'est accepter que la rente parte chez les producteurs d'hydrocarbures. C'est juste ça. C'est juste ça. D'accord ? Évidemment, nous, ça ne fera pas nos affaires. Alors voilà ce qu'on paye aux producteurs d'hydrocarbures depuis 20 ans. Il y a moins d'argent en jeu, vous allez voir. Voilà ce qu'on paye aux producteurs d'hydrocarbures depuis 20 ans en milliards de dollars constants. C'est pour l'Europe dans son ensemble. Vous voyez que la facture pétrolière européenne, pétro-gazière, a été multipliée en gros par 10 en l'espace d'une dizaine d'années. L'essentiel, c'est du gaz, un peu du pétrole. Et vous savez probablement que quand un pays a un déficit commercial structurel, ça se traduit par une augmentation de l'endettement. On emprunte l'argent qui sert à payer les fournisseurs, hein, c'est exactement ça. Vous avez ici un calcul qui a été fait où vous avez, depuis 1993, ici la facture cumulée de pétrole et de gaz importés que nous avons en France et ici l'endettement, l'augmentation de l'endettement de l'État français. Alors vous allez me dire, la France est un pays latin, tenu n'importe comment, avec des pignoufs qui ne savent pas compter. Allons voir un pays sérieux qui s'appelle l'Allemagne. Voilà l'histoire pour l'Allemagne. Donc ce n'est pas une affaire de couleur politique. Ça serait simple si c'était une affaire de couleur politique. C'est une affaire physique structurelle, pilotée par des systèmes dans lesquels le pas de temps, c'est le demi-siècle. Hein? Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et je vais finir avec ça, puisque je vois que le temps s'écoule et qu'il y a des impatients, pour vous dire pourquoi à partir de maintenant, on va être en récession de manière structurelle, je pense, en Europe. Prenons le PIB mondial, que dans ma grande sagesse, je déclare égal à lui-même. J'espère qu'on sera d'accord jusque-là. Je vais multiplier à droite et diviser par l'énergie. Et là, je fais apparaître un terme qui s'appelle l'efficacité énergétique du PIB. Dit autrement, c'est combien d'euros de valeur ajoutée je peux créer avec 1 kWh de changement physique. Donc, je change le monde, ça a de la valeur pour moi. Je transforme du minerai en couteau, je ne sais pas quoi, je fais n'importe quoi. Donc, je change le monde, donc j'utilise de l'énergie et ça a de la valeur pour moi. Eh bien, plus avec le même changement physique, j'ai créé de valeur pour moi et plus mon économie est efficace. C'est ça le terme efficacité énergétique de l'économie. Je vais ramener ça aux individus, donc le PIB par personne, dit autrement les revenus des gens, parce que vous savez que le PIB par personne, c'est le revenu moyen par personne, est strictement égal à l'énergie par personne fois l'efficacité énergétique de l'économie. De là, la variation du PIB par personne est strictement égale, logarithmiquement, et même là c'est vrai, à la variation de l'énergie par personne, plus la variation de l'efficacité énergétique de l'économie. C'est beaucoup plus simple que les grands modèles macroéconomiques couplés dans lesquels, à part le type qui a fait le modèle, personne ne sait ce qu'il en sort. Beaucoup plus simple. L'énergie mondiale, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus 2,5% de croissance par personne et par an avant 80, 0,4 après. L'efficacité énergétique de l'économie en moyenne mondiale, un peu moins d'1% depuis 70.
Et donc, ma théorie me dit que le PIB mondial devait croître, le PIB par personne, pardon, devait croître de 3% avant 80 en moyenne. Et il doit croître aujourd'hui de 1% par an en moyenne. Alors on va aller regarder ce que dit la Banque mondiale, et la Banque mondiale me dit ça. Elle me dit que la variation moyenne du PIB par personne avant les chocs pétroliers, c'était 3% par an, et que la variation moyenne du PIB par personne aujourd'hui, c'est 1% par an. Et donc je suis d'accord avec M. Vittori quand il dit dans les Échos qu'à partir de maintenant, il faut que l'Assemblée nationale vote le budget avec une croissance nulle. Zéro. Zéro. C'est avec ça qu'il faut... Alors, encore une fois, que ce soit agréable ou pas agréable, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je me cale sur le monde tel qu'il est, ou est-ce que je fais un plan pour le monde tel qu'il n'est pas, et à ce moment, mon plan ne marchera pas. Hein. Voilà pour la France, où vous avez ici la variation du PIB par personne. Donc vous voyez, très belle marge d'escalier, et si j'avais le temps, je vous montrerai ça pour d'autres pays de l'OCDE, et ça marche extrêmement bien. Deux ou trois trucs avant de finir. Vous avez ici la même chose que ce que je vous ai montré pour l'énergie, mais pour le pétrole. Vous avez en rouge la variation de la production de pétrole dans le monde. Il s'agit bien de volume, de barils. Hein, et en bleu, la variation du PIB par personne dans le monde. Ce que vous voyez, c'est que l'asservissement est très bon. Et non seulement il est très bon, mais sur les deux épisodes récents, c'est d'abord le pétrole qui varie et ensuite le PIB par personne qui varie. Donc c'est pas on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise, c'est d'abord il y a moins de pétrole et ensuite c'est la crise. Et en fait, d'abord il y a moins de pétrole pour des raisons physiques. Vous allez voir après que ce n'est pas le prix qui fait l'extraction. Et une fois que vous avez moins de pétrole, vous avez notamment moins de transport, donc un système qui se freine un peu, et à ce moment vous avez moins de PIB. Le choc pétrolier est une conséquence du fait que comme le pétrole est vendu sur un marché, instantanément son prix augmente, mais ça n'est pas la diffusion du choc pétrolier dans l'économie qui fait baisser le PIB mondial, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lien entre le prix du pétrole et le PIB mondial. Ça change instantanément l'allocation des rentes, donc ça fait la fortune de l'Arabie Saoudite et ça fait le malheur de l'Europe, ça c'est vrai. Mais mondialement, ça ne change pas grand-chose. Le prix, c'est le volume qui change. Vous voyez, variation sur le volume, variation sur le PIB. Et en ce qui concerne la production mondiale de pétrole, eh bien, on y reviendra au moment des questions. Voilà où on en est. Voilà une projection sur la production mondiale de pétrole sur 2 siècles. Vous voyez, on voit large. Et nous sommes là. Donc on y est à quelques années près, 5 ans, give or take some, hein, on est à 5 ans. La question que tout le monde se pose est celle du prix, mais je vous ai dit, à mon avis, ce n'est pas la question. Alors, un petit zoom sur l'Europe pour finir. Vous avez ici le pétrole à disposition de l'Europe. Alors, vous voyez le pétrole de la mer du Nord, c'est en rose. Rappelez-vous qu'entre 2000 et 2008, le prix du pétrole a très fortement augmenté et la production de la mer du Nord a très fortement baissé. Donc, l'idée que quand le prix du pétrole augmente, on en trouve plus, on en extrait plus, etc., oui, ça se discute. Vous voyez également que l'Europe a perdu 10% de son pétrole depuis 2006, donc ça date d'avant le Grenelle de l'environnement, le fait qu'on consomme de moins en moins de pétrole. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et ça va continuer, j'insiste. Pour le gaz, voici un pronostic central fait par Total qui montre que la production mondiale de gaz pourrait plafonner vers 2025, nonobstant le développement des gaz non conventionnels dans le monde. Nonobstant le développement des gaz non conventionnels dans le monde. Donc je vous montre en passant à quoi ça ressemble, un champ de gaz non conventionnel. Voilà, j'ai quelques doutes quant au fait qu'on puisse mettre ça dans les Cévennes et dans le bassin parisien. Voilà comment évolue l'approvisionnement gazier en Europe. S'il vous plaît. Voilà comment évolue l'approvisionnement gazier en Europe. Vous voyez qu'il a cessé de croître quand la mer du Nord, qui représente 60% de notre gaz, a passé son pic. Et donc j'ai quelques doutes quant au fait que, indépendamment de la question climatique, on puisse remplacer le moindre nucléaire par du gaz en Europe. Je ne suis pas complètement sûr que ça va marcher, parce que je pense que le gaz ne sera pas là. Et enfin, je vais terminer avec avec un élément sur le changement climatique, qui est juste ça. Vous avez ici les émissions qui permettent aux Français de vivre comme ils vivent. C'est donc le bilan carbone du Français. Là-dedans, les agents productifs ont disparu. D'accord ? Il n'y a pas d'émissions attribuées dans cette histoire à Renault, à Total ou à Bouygues. Les émissions sont en totalité attribuées à vous et à moi, et elles sont incluses, ces émissions, dans la fabrication des produits et services que nous utilisons. Alors, quels sont les produits et services qu'utilisent les Français ? Ils font construire de temps en temps, et cette construction, sachant qu'un mètre carré de logement béton, c'est à peu près 500 kg équivalent CO2 pour le faire, hein, l'essentiel est dans l'acier et le ciment nécessaires à la fabrication du logement. Eh bien, 500 kg équivalent CO2 dans un mètre carré, ben, la fois où vous faites construire 100 mètres carrés, clac, vous prenez 40 tonnes de CO2. Alors évidemment, après, il faut l'amortir sur le reste de votre vie.
Et donc rapporté à un Français et à une année, ça fait en gros quelques centaines de kilos de CO2 par Français et par an pour l'activité de construction. Des logements, pas des magasins, pas des bureaux, pas la rénovation de l'Assemblée nationale. Chez nous. Ensuite, il faut avoir un confort thermique dans ces logements, donc il faut utiliser de l'énergie pour ça. Et ça fait un peu moins de 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. L'essentiel est occupé par les usages thermiques, chauffage et marginalement eau chaude. Ici, vous avez les émissions correspondant à la production électrique, import-export inclus. Ce calcul inclut les échanges aux frontières de la France, donc l'électricité au charbon qu'on importe de l'Allemagne de temps en temps, etc. C'est dedans. Vous voyez que l'essentiel est dans le confort thermique et bien évidemment l'essentiel, la totalité de ce confort thermique, non pardon, l'essentiel de ce confort thermique est lié au fioul et au gaz utilisés dans les chaudières domestiques. C'est marginalement là aussi la production électrique qui l'alimente. Après les gens mangent. Alors là vous avez essentiellement des gaz hors CO2, vous avez le méthane du cheptel bovin, le protoxyde d'azote de l'utilisation des engrais. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'alimentation, c'est 2,5 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. C'est plus que le chauffage des logements. C'est plus. Là-dedans, la viande représente 40%. Et en fait, si je fais viande et laitage, je suis à 50%. Dit autrement, le fait qu'on ait envie de manger des animaux, c'est la moitié de notre empreinte carbone. Il faut savoir qu'en France, 70% de la SAU, en gros de la surface agricole utile, est dévolue à l'alimentation des animaux, tous les pâturages et la moitié des surfaces céréalières. Donc le fait qu'on ait envie de manger des animaux pèse lourd dans l'empreinte carbone des Français. Ensuite, vous avez ici l'achat des biens manufacturés hors alimentation. Donc là-dedans, vous allez trouver vos petites cuillères, vos machines à café, vos chaussettes, vos chemises, vos chaussures, les automobiles quand vous en achetez, les agendas, etc. Enfin, absolument tous les produits manufacturés qu'on peut acheter, vos lunettes, sont là-dedans. Ce que vous voyez ici, c'est que la fabrication, pas l'utilisation, la fabrication de l'engin que mon voisin est en train de consulter ou de l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, c'est un coup bas, je suis d'accord. J'y reviendrai. La fabrication de l'électronique utilisée par les particuliers, donc là-dedans, il n'y a pas les ordinateurs des entreprises. Donc les écrans de télévision et les ordinateurs des particuliers, aujourd'hui, c'est 1/3 de l'empreinte carbone des achats de produits manufacturés. 1/3. Entre 1990 et 2010, l'empreinte carbone des Français a augmenté de plus de 10%. L'électronique grand public en représente les 2/3 au bas mot. D'accord ? Donc penser que les technologies de l'information dématérialisent la société, pour le moment, c'est totalement faux. Ça, c'est des usages qui sont venus se rajouter en plus des bagnoles et du chauffage des logements et qui ont rajouté des émissions et qui n'en ont pas supprimé. Enfin, ici, vous avez l'énergie utilisée pour déplacer des individus dans leur sphère privée. Alors, la sphère privée inclut dans ce calcul le déplacement domicile-travail. Donc, c'est le déplacement domicile-travail plus vous dans votre sphère privée. Vous allez voir votre mère, vos enfants, partez en vacances, vous allez faire les courses. Enfin, voilà, c'est tout ça. La partie ici, c'est la voiture. Et ça, c'est l'avion. Ça, c'est pareil, entre 1990 et 2010, la part qui a augmenté là-dessus, c'est essentiellement l'avion. Je vous rappelle que l'avion est essentiellement concentré sur les 2 premiers déciles, en tout cas en loisir, il est concentré sur les 2 premiers déciles de la population, en gros, ce qui fait que rajouter un nouvel aéroport est une infrastructure pour riches. Non, pardon, j'ai rien dit. Donc vous voyez ici les déplacements de personnes, 2 tonnes équivalent CO2. Et enfin, vous voyez, bah oui, c'est la réalité. Et vous voyez ici les services publics et privés, qui représentent aussi de l'ordre de 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Alors c'est quoi ces services publics et privés ? L'école, il faut construire les bâtiments et les chauffer, et très accessoirement maintenant mettre des ordinateurs dedans. L'hôpital, il faut le construire, il faut le chauffer, il faut fabriquer le plateau technique. Toute l'industrie pharmaceutique et tous les medical systems ABCD, leurs émissions vont se retrouver là-dedans. Et c'est un peu l'armée, parce que l'armée crame pas mal de fioul et de kérosène pour jouer à la bataille navale et à la bataille aérienne. Et enfin, ici, vous avez les services privés, la banque, le coiffeur, les opérateurs de téléphone, etc. Ce que vous voyez donc, c'est que les émissions de gaz à effet de serre et partant l'usage de l'énergie fossile sont logées dans tout ce que nous faisons toute la journée, partout. Et donc la caractéristique du problème du changement climatique ou de la dépendance à l'énergie fossile, c'est que c'est un problème que vous ne pouvez pas résoudre en contraignant une petite fraction de la population au bénéfice des autres. Donc ce n'est pas comme un problème d'environnement classique où on peut emmerder les agriculteurs ou les fabricants de piles au mercure ou les gens qui font des avions ou je ne sais pas qui encore ou les chimistes pour le bénéfice du plus grand nombre.
c'est un problème qu'on ne pourra résoudre qu'en demandant une part d'effort à tout le monde. Et là, on va retomber sur la noblesse de votre métier. Je ne connais pas historiquement d'exemple dans lequel on puisse demander un effort collectif sans qu'il y ait un projet collectif extrêmement sexy. Dit autrement, on ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation. Voilà. Évidemment, c'est toute la question de savoir comment on fait émerger une vision en démocratie avec des pas de temps de 2 ans, mais enfin ça, vous connaissez ça par cœur. Voilà, fin des explications préliminaires qui ont été un peu longues, et j'en suis désolé. Et puis maintenant, j'imagine que... On passe aux questions. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourra, c'est une question, disposer de la présentation? Aucun problème. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer la parole aux représentants des groupes. J'ai commencé par le groupe SRC, donc Arnaud Leroy, et ensuite Martial Sadier pour le groupe UMP. Arnaud Leroy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, je dois vous avouer que les quelques minutes qui m'étaient allouées, je les avais dédiées à autre chose, à savoir le changement climatique. On m'avait dit que vous étiez climatologue. Bon. On m'avait dit, j'ai lu quelques chroniques également dans les Échos, il me semblerait que vous étiez intéressé. Je n'ai jamais signé comme climatologue dans les Échos. Ah non, j'ai pas dit que vous avez signé comme climatologue, j'ai cru. Excusez-moi, voilà. J'ai peut-être une vision de l'esprit, mais bon, je vais continuer voilà, sur mon... Pour juste... la presse, là, pendant que vous parlez, c'est pour les autres. Donc j'ai pris connaissance de vos graphiques, très bien, c'est intéressant, je pense qu'il y a une théorie qui mérite d'être étudiée. Je dois vous avouer que moi je voulais parler climat. Donc j'étais aussi, et puis comme vous êtes un ingénieur, en plus vous êtes aussi porteur de solutions, et là dans votre présentation, on cherche les solutions. Un début d'explication, de tentative, je suis d'accord avec vous sur un point, la démocratie, l'effort global nécessaire, et je pense que l'effort global nécessaire ne s'arrête pas qu'aux Français, ça s'adresse aussi à l'ensemble de la planète, et je pense que c'est un des éléments que votre présentation loupe complètement. Le rapport à la démocratie, parce qu'il y a quand même une question, vous parlez tout à l'heure des précaires énergétiques qui sembleraient être une illusion. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et on est beaucoup. C'est globalement un peu ce que vous avez dit. Donc moi, je peux vous dire simplement que je viens de discuter avec moult députés d'Angleterre, d'Allemagne, d'Estonie, du Danemark, et ce qu'on appelle les fuel poors, sont un problème majeur aujourd'hui et sont au cœur de la campagne électorale en Allemagne. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une fumisterie, que le poste énergétique dans le budget global des familles n'a jamais été aussi bas, peut-être, mais en tout cas, il y a un ressenti, c'est comme l'humidité et la température. Et on ne peut pas, en termes démocratiques, nier cet aspect. Deuxième point, l'acceptabilité. Je vous rejoins sur un point, je pense qu'il y aura des efforts et que nous devons, en tant que politiques, avoir une vision et surtout un plan de pédagogie pour expliquer ces efforts et le pourquoi. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Moi, je voudrais aussi vous entendre. Vous avez parlé d'ordre de la République. On est à l'Assemblée, on n'est pas sous les ordres de la République, on est dans une chambre du peuple et on doit pouvoir faire vivre cette ambition démocratique. La secrétaire générale de la Convention cadre sur les changements climatiques, Madame Figueres, voudrait voir beaucoup plus d'implication des autorités locales et des parlements nationaux dans la mise en place du plan post-2015, parce que je pense que c'est un élément important. Vous avez pointé cette date dans votre présentation. Moi, je voudrais qu'on s'y arrête 2 minutes. La France a fait le choix de se rendre disponible, comme on dit en jargon diplomatique, pour accueillir cette COP 21 en 2015. Il y a une ambition très forte de la part de notre gouvernement. Laurent Fabius a indiqué que la diplomatie climatique était dorénavant un des axes prioritaires de notre action extérieure. J'aurais voulu vous entendre un peu sur comment participer, enrichir, accompagner, parce que nous avons encore quasiment 2 ans devant nous. Quelles sont les pistes que vous pouvez proposer, notamment pour faire émerger cette idée qui est intéressante, je reconnais, qui est percutante sur le problème de la disponibilité de l'énergie et non pas simplement le prix. Je vous trouve extrêmement critique envers les énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné, surtout Monsieur Geste critique, je confirme. Assez silencieux sur votre rapport au nucléaire, parce qu'on a l'impression que le blâme...
le blâme est sur les énergies renouvelables, très peu prolixe sur l'efficacité énergétique. Donc voilà, moi on m'a donné 4 minutes, je vois que j'ai déjà dépassé. Et maintenant, je suis ravi que mes collègues du groupe SRC, qui sont quand même heureux de vous accueillir ce matin, puissent poser leurs questions à leur tour. Merci. Merci. Juste une réponse de détail. J'ai 16 heures de cours en ligne, accessible à qui veut. Donc quand on passe de 45 minutes à 16 heures, il y a de quoi faire. Effectivement. Donc des questions vont être posées. M. Jancovici aura la possibilité d'y répondre. Martial Sadier pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, merci au nom des députés UMP de votre présence. Je voudrais vous dire, vous venez d'exposer vos travaux. Vous l'avez fait, vous le savez, avec brio, vous maîtrisez parfaitement. Et vous venez de nous exposer un constat qui est respectable. On peut être pour, on peut être contre. Je le dis à tous les collègues de la Commission, mais vous avez un raisonnement dont on ne peut pas dire, au moins, que du début jusqu'à la fin, il n'est pas une certaine logique, même si encore sur le fond, on peut en penser chacun ce que l'on souhaite. Nous, les députés UMP, voudraient souligner un point profond d'accord avec vous, c'est l'enjeu sociétal. Et c'est d'ailleurs en cela que nous avions mis en place le Grenelle 1 et le Grenelle 2 de l'environnement, pour associer tout le monde, parce que l'enjeu, effectivement, mérite qu'il y ait consensus et qu'il y ait surtout absence de démagogie et de populisme sur un sujet aussi important pour relever les défis qui ont été présentés. Vous avez rappelé, on ne peut pas le nier, que le président Sarkozy n'a pas vraiment été remercié, mais vous avez aussi souligné le destin funeste qui attend M. Hollande, qui a aussi menti sur un certain nombre de choses. Alors, sur la réflexion sociétale, c'est la première question. Il y a un autre grand pays démocratique, moderne, qui utilise l'énergie fossile, où le président sortant a été réélu, M. Obama. Il y a eu un débat, et notamment un débat énergétique. Comment analysez-vous le débat sociétal qui a eu lieu il y a quelques semaines aux États-Unis? Deuxième remarque, par rapport à votre raisonnement, on parle, alors ce n'est pas un avis que je donne, hein, mais je soulève des questions, il s'écrit beaucoup de choses sur des réserves nouvelles potentielles fossiles. Vous avez rappelé 300 millions pour faire du pétrole, 100 millions je crois pour le gaz d'année. Mais est-ce que notamment les réserves potentielles dont on nous dit qu'elles existeraient peut-être, gaz de schiste, suppression de la glace, pôle Nord notamment, est-ce que cela peut changer dans un temps court peut-être ou pas le raisonnement? Enfin, vous n'en avez pas fait référence, mais à l'énergie nucléaire, dont on a bien compris qu'elle concerne essentiellement l'électricité, vous l'avez rappelé, mais par rapport à votre raisonnement, quid de la décision qui a été prise d'abaisser la part du nucléaire, et notamment sur un exemple précis, la fermeture de Fessenheim. Pouvez-vous nous donner votre avis sur ce point? Je passe la parole à Yannick Favennec pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, je voudrais également vous remercier au nom du groupe UDI pour cette présentation décoiffante. Et je voudrais vous interroger sur la conférence de Doha et sur le leadership français. Cette conférence n'a pas été un échec pour l'Union européenne, mais elle a été le théâtre mondial de l'incapacité des grandes puissances à s'entendre sur des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre essentiels à la survie de l'humanité à moyen terme. Dans ce concert d'inertie, je crois que la France n'a pas à rougir de son bilan dans sa lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En témoigne d'ailleurs une étude récente allemande qui nous place parmi les meilleurs élèves du monde. Alors que le reste du monde de 2010 à 2011 connaissait une augmentation de 3% des émissions de gaz à effet de serre, la France, quant à elle, les a réduites de 6%, notamment grâce aux efforts consentis dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Alors ces performances que nous devons encore amplifier doivent nous amener à prendre le leadership au sein de l'Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais où est ce leadership aujourd'hui? Où est passé le volontarisme de notre pays, qui nous conduisait il y a encore quelques mois à imposer le plan climat-énergie à nos partenaires européens dans le cadre de la présidence française? Non seulement la voix de la France a disparu, mais nous avons aussi cédé sur les avancées que nous avions nous-mêmes portées. Je pense au fonds vert de la conférence de Copenhague qui devait aboutir à mobiliser 100 milliards d'euros à l'horizon 2020. Je pense aussi aux aides destinées aux pays qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Je pense à la taxe carbone aux frontières de l'Europe, la taxe sur les containers ou sur les carburants d'avion. Alors ma question, j'ai deux questions.
La première, j'aurais voulu connaître votre sentiment sur la conférence de Doha et sur la position française au cours de ce sommet. Quel doit être, selon vous, le rôle de la France dans ce domaine au sein de l'Europe et plus largement dans le cadre des prochains sommets internationaux? Et j'ai une deuxième question qui, elle, concerne la réduction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français. Les énergies renouvelables actuelles permettront-elles de compenser la baisse de la part du nucléaire à l'horizon 2025? Cette réduction est-elle compatible avec nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Je vous remercie. Merci. Denis Baupin pour le groupe écolo. Oui, merci Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais remercier Jean-Marc Jancovici pour son exposé et le ton provocateur qu'il a eu. Et pour dire que sur les grands fondamentaux de ce qu'il a dit, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le diagnostic qu'il a posé sur le fait que la crise dans laquelle nous sommes n'est pas une crise conjoncturelle qui pourrait repartir demain avec une croissance qui redémarrerait par enchantement, mais qu'on est bien face à une crise structurelle et que la question énergétique est bien au cœur de cette question de la crise qui est posée. Et donc de ce point de vue, je pense que ce qu'il dit doit être entendu comme un élément qui doit nous permettre aux uns et aux autres de reconfigurer certains de nos raisonnements. Il y a évidemment un sujet qu'il n'a pas abordé et sur lequel nous n'avons pas la même position, c'est que je n'ai pas entendu parler ni de Tchernobyl, ni de Fukushima, ni des impacts que ça pouvait avoir, y compris dans le calcul économique. Si on intègre la question de l'accident nucléaire dans le calcul économique, je pense que, y compris pour cette énergie, ça doit être quelque chose qui permet de réécrire les équations. Parce que je partage le point de vue qui consiste à dire qu'il faut que nous prenions en compte dans le calcul économique tous ces éléments qu'il a indiqués, donc donner un prix au carbone, donner un prix à l'épuisement des ressources pétrolières, donner un prix à l'accident nucléaire, tout ça doit nous permettre de donner de la rationalité dans le calcul économique. Donc si nous sommes d'accord sur les constats, après reste la question qu'il a peu évoquée et qui me paraît aujourd'hui la plus importante, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces constats et comment nous abordons la suite. Une fois qu'on a dit qu'il fallait revoir les équations économiques, il faut aussi revoir les équations énergétiques. Nous ne pouvons pas continuer à penser la consommation énergétique sur le même rythme que celui qui a été celui des années précédentes, même avec une population qui va croissante. Et quand l'Agence internationale de l'énergie, qui est donc, je rappelle, l'organisme de l'OCDE qui travaille sur ces questions énergétiques, nous dit que face à l'ensemble de ces périls énergétiques, les priorités aujourd'hui doivent aller à 77% dans la sobriété et dans l'efficacité énergétique, à 19% dans les énergies renouvelables. Elle dit clairement, l'Agence internationale de l'énergie, où doivent aller nos efforts prioritaires pour lutter contre le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources fossiles. Je vais en parler d'ailleurs pour dire que, puisqu'on nous parle souvent des États-Unis comme un exemple, sur l'année 2012, on a installé plus de puissance éolienne aux États-Unis qu'on a installé de puissance de gaz. Donc ça dit que sur ces questions d'énergie renouvelable, il y a aujourd'hui des pays qui sont largement plus avancés que la France. Je me permets de rappeler aussi d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui 1662 éoliennes offshore en Europe, 0 en France. Donc nous avons un retard conséquent. En matière d'efficacité, il a évoqué les besoins de repenser nos questions d'alimentation. Oui, c'est un secteur dans lequel on doit y réfléchir sur la part de l'alimentation carnée dans notre alimentation si on veut repenser ces questions. La question de la mobilité. C'est quoi la voiture de demain? Est-ce qu'elle doit être aussi consommatrice et aussi polluante qu'elle l'est aujourd'hui? La question des bâtiments, de la consommation énergétique, y compris l'électricité spécifique. Tous ces appareils électroménagers que vous avez cités, je me permets de rappeler qu'en Allemagne, le ménage allemand, qui n'est pourtant pas moins doté en appareils électroménagers que le ménage français, consomme 20% d'électricité spécifique de moins que le ménage français. Et je ne compte pas le chauffage électrique. Le chauffage électrique, c'est 20% encore en plus dans la consommation du ménage français en matière d'électricité. Donc on voit à quel point nos marges de progression sont importantes par rapport à un pays voisin. Et donc sur ces questions, puisque la question est posée de la croissance, comme dans ce pays, on pense souvent croissance égale emploi. J'ai pas fini quand même. Tu es déjà sur le... Ah. Et donc, il te reste 12 secondes. Oui, mais d'accord, mais tu m'interromps tout le temps, Jean-Paul. Et donc, non, mais nous devons investir dans les secteurs qui sont les plus intensifs en emploi.
c'est une des questions essentielles. Et donc, en matière énergétique notamment, le secteur de la rénovation thermique des bâtiments, le secteur des transports collectifs, le secteur des énergies renouvelables sont des secteurs bien plus intensifs en emploi que les énergies fossiles et fissiles. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Donc le débat sur la transition énergétique aujourd'hui en France est particulièrement utile. Il est utile d'un point de vue environnemental, il est utile d'un point de vue économique. Et je suis d'accord sur le fait que nous avons besoin d'avoir une vision, mais on peut en débattre. Nous, on pense qu'en effet, c'est un sujet sur lequel on peut porter un discours positif sur la façon dont la transition énergétique est une réponse par rapport à la crise. Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Oui, merci Monsieur le Président et merci Monsieur de cet exposé qui bouscule. Et je crois que lorsqu'on ouvre un débat, il est toujours utile d'être un peu bousculé, même si on peut être en désaccord. Alors, à la lecture d'un certain nombre de vos articles, j'ai noté que le modèle que vous défendez privilégie en priorité la décarbonisation. Vous me direz si je me trompe. D'abord des bâtiments, puis de l'industrie lourde, et enfin des véhicules. Et je vous rejoins sur ce point. Mais quid de l'objectif de réduction de 50% de la part du nucléaire de la production électrique française? Vous le savez, la conférence environnementale pour la transition énergétique a fixé ce cap pour 2025, comme pour la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Alors comment peut-on à la fois promouvoir le véhicule électrique, la pompe à chaleur, et réduire la part du nucléaire sans favoriser l'exploration de gaz ou la production de biocarburants? Alors à la lueur de vos connaissances, pourriez-vous nous éclairer sur la sortie du tout pétrole, d'abord pour les véhicules, et sans avoir une vision trop déformée du marché automobile où, dans les grandes villes, le taux de motorisation diminue? C'est un constat indéniable dans les petites et moyennes villes, ainsi que dans les zones rurales. L'automobile est aujourd'hui indispensable et le taux de motorisation augmente. Alors, est-ce que les biocarburants de troisième génération produits à partir de microalgues riches en lipides et qui peuvent accumuler entre 60 et 80% de leur poids en acides gras, ce qui pourrait laisser présager une production annuelle d'une 30aine de tonnes d'huile par hectare, est-ce que ces biocarburants de troisième génération peuvent-elles être une réponse adaptée? À titre de comparaison, le rendement du colza est 30 fois inférieur. Et puis l'industrie est concernée aussi par la sortie du tout pétrole, alors que la production mondiale de pétrole ne va plus beaucoup varier d'ici à 2020, elle se mettra à décroître ensuite. L'Europe connaît une baisse de sa production de pétrole alors que ce dernier représente 40% de son approvisionnement énergétique et 33% pour la France. Alors l'indépendance de la France au pétrole ne peut-elle pas s'envisager grâce à l'exploitation des gaz de schiste, comme l'a souligné le rapport de l'Agence internationale de l'énergie pour les États-Unis? Alors on le sait, le retour d'expérience américain n'est pas bon pour l'environnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il existe d'autres formes d'exploitation pour pallier les risques de la fracturation hydraulique. Alors, que pensez-vous des recherches qui visent à remplacer l'eau utilisée par d'autres liquides, comme du GPL ou même du gaz carbonique? Et puis, n'existe-t-il pas une exploitation écologique des hydrocarbures? L'extraction du gaz de houille, contrairement au gaz de schiste, peut s'extraire sans recourir à la fracturation hydraulique. Et enfin, je voulais aborder le rapport Énergie 2050 rendu au début de l'année 2012 par le Centre d'analyse stratégique, qui propose 4 scénarios incarnant des visions contrastées et des méthodologies diverses pour aborder la question de la production nucléaire. Et au travers de vos publications, j'ai lu que vous étiez attaché à cette énergie. Alors, lequel de ces scénarios, accélération du nucléaire, prolongation du parc actuel, réduction progressive ou sortie complète, devrions-nous adopter pour répondre aux exigences de la décarbonisation? Ce scénario doit-il considérer le développement de l'usage des pompes à chaleur et des véhicules électriques qui implique par ailleurs une évolution du réseau de distribution d'électricité intelligent? Je voudrais évoquer en conclusion l'exemple du Danemark qui réfléchit déjà au développement de ces technologies et qui fait figure de bon élève. Alors, pourriez-vous nous dire si cet exemple danois, qui au-delà de ses réflexions a déjà inscrit tout d'abord l'augmentation de la part des énergies non renouvelables à 35% de sa production énergétique, deuxièmement la réduction de sa consommation brute d'énergie de 12% entre 2006 et 2020, troisièmement
une production électrique dominée par l'éolien à 50%. Pourriez-vous donc nous dire si la politique danoise est la voie à suivre pour réussir notre transition énergétique? Je vous remercie. Merci. Avant de passer la parole à Patrice Carvalho pour le groupe GDR, il y a 17 intervenants, donc vous préparez pour 1 minute chacun, si vous le voulez bien. Donc je vous ai prévenu. Patrice Carvalho pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, la première réaction, c'est que c'est une intervention qui, à mon sens, décoiffe un petit peu et pas habituelle dans les propos. Bon, ceux qui me connaissent savent que je pratique pas non plus la langue de bois et donc j'ai pas l'habitude de m'exprimer assez clairement et parfois assez durement. Mais là, j'avoue que l'exposé, bon, c'était un exposé quand même qui était un peu hard, et même si je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. La première chose qui me pose problème, d'ailleurs, moi je connaissais Marx et son explication sur la société capitaliste qui conduisait à la crise sans fin qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je connais maintenant Jean Covici qui a amélioré un petit peu cette réflexion qu'on a connue. Par contre, il y a des contradictions qui ont été dites dans ce que vous nous avez exprimé. Par exemple, vous dites attention, l'explosion, si les gens peuvent plus s'alimenter normalement, si les gens peuvent plus, on va avoir une explosion. Ce que vous nous prévoyez, c'est une explosion à la fin, inévitablement, puisqu'en fait, s'il n'y a plus de croissance en Europe, il n'y a plus de satisfaction des besoins, et les besoins aujourd'hui sont loin d'être satisfaits, y compris en France. Hein. On met 2 millions de personnes dans les rues aujourd'hui pour une loi sur le mariage et en même temps, voilà. On ne réouvre pas les débats. On a 6 millions de personnes. Il y a 6 millions de personnes qui vivent du chômage, qui sont au chômage. On a des gens qui n'arrivent pas à se loger, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, enfin des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Bon, ça, c'est des choses qui sont quand même concrètes. Alors moi, quand je vois la prospective, je me dis que tout ça, c'est un petit peu pour l'avenir compliqué. Et puis, comment réduire, je dirais, notre façon de vivre. À moins qu'on veuille nous ramener un petit peu à la vie en Afrique avec nos dames qui vont taper dans les gamelles pour faire à manger. Bah non, les hommes, ils seront à la chasse. Les hommes seront à la chasse. Donc, et un retour en arrière que moi je n'évalue pas du tout. Bon, on va parler de nos grands-mères qui faisaient la lessive dans les rues, etc. Bon, dans les petites rivières. On peut revenir à tout ça, d'accord, mais ça me paraît un peu compliqué. Il y a quelque chose que je partage fondamentalement, c'est la question qui concerne les médias, le rôle des médias. En fait, c'est la pensée unique, il n'y a pas d'autre société possible, tout est foutu, regardez ce qui s'est passé à l'Est dans le passé, etc. Tout ça c'est foutu, on met tout la trappe, terminé, il n'y a plus de réflexion autre que ça l'est bien. D'ailleurs, même LCP est une télévision qui est dans le système le plus complet, qui est appelée en principe à faire réfléchir et à faire s'exprimer les députés. Eh bien écoutez, je suis désolé, regardez-là tous les jours, les uns et les autres, pas seulement quand vous y passez, mais regardez-là, vous verrez que ça apporte rien de plus que TF1, Antenne 2, FR3, etc. Donc tout ça, c'est la même chose. Voilà. C'est un grand balayage. Alors moi, je voudrais quand même, je fais comme vous, j'en profite. L'occasion m'est donnée. Bon. Je voudrais quand même parler aussi un petit peu des possibilités de modifier les ressources énergétiques. On est à l'âge de pierre encore. Hein. Demain, on va peut-être pouvoir faire de l'énergie simplement avec cette bouteille d'eau pour des semaines. On ne sait pas. Il faut espérer que nos scientifiques soient capables un jour de faire autre chose. Et puis, ce que je regrette quand même, c'est que votre message est fort, mais c'est quoi les perspectives? Qu'est-ce que vous nous proposez? Ça aurait été beaucoup... C'est la deuxième partie. Ouais, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Voilà. Et puis j'ai eu peur parce que quand j'ai vu beaucoup de collègues partir, j'ai cru qu'à un moment donné, vous alliez nous proposer le suicide collectif après un message aussi dur. Voilà, merci. Un certain humour. Merci. Alors, donc, 1 minute. Philippe Plisson. Monsieur le Président, 1 minute, ça va être dur. On ne peut partager votre diagnostic. Simplement, ce que je voulais vous dire. J'interromps Philippe 1 minute, pas pour l'embêter. Simplement, donc, Monsieur Jancovici, après, répondra. Moi, j'aimerais bien qu'il ne réponde pas devant une salle vide.
Parce que le problème, on le vit régulièrement. Donc j'aimerais bien qu'ils ne répondent pas dans une salle vide. Donc, respectez les temps de parole que je vous donne. Je veux dire, les analyses, elles sont faites, elles ont souvent été faites. Simplement, c'est peut-être une question à laquelle pourrait répondre. Voilà, Philippe. Donc, on ne peut que partager votre diagnostic qui est malheureusement connu. Ce qui nous intéresse, ça a été dit, ce sont les solutions. Vous partez du postulat qu'il n'y aura plus de croissance. Au lieu de rester dans le modèle de développement des années 70, ne pensez-vous pas que cet inconvénient pourrait devenir une chance en changeant radicalement de modèle, ce qui remettrait par exemple les énergies renouvelables que vous méprisez au cœur du dispositif? Deuxième question, dans ce contexte, pouvez-vous me donner votre position par rapport à l'exploitation des gaz de schiste et que pensez-vous des clatrates de méthane, épée de Damoclès climatique ou ressources énergétiques potentielles? Merci, Jean-Marie Sermier. Mais c'est bien. Oui, Monsieur le Président. C'est d'ailleurs une question que je partage avec mon collègue Yves Albarello. Vous avez parlé d'un constat qui est effectivement partagé par le plus grand nombre. Ce que je souhaiterais que vous puissiez aborder, c'est maintenant la gouvernance d'une réflexion sur l'énergie. On voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui dans ce pays prendre des mesures, alors qu'en même temps en Chine, nous avons une centrale à charbon qui s'ouvre chaque semaine. Quelle gouvernance faut-il pour qu'au niveau mondial, on puisse avoir des avancées significatives? Vous avez parlé d'un projet sexy et pour l'avenir. Le sexy, c'est forcément là où chacun peut s'y retrouver. Est-ce qu'on a aujourd'hui le temps nécessaire de bâtir un projet, de le faire valider par le plus grand nombre, y compris par les autres pays, pour faire en sorte que nous puissions intéresser la population dans la réflexion que vous avez proposée? Et puis, dernier point, vous avez à peine abordé l'hydrogène en disant que ça coûtait cher énergiquement. L'hydrogène fatal, selon vous, a-t-elle quand même un avantage? Merci, Geneviève Gaillard. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire merci à Monsieur Jancovici et lui dire que, effectivement, je partage avec lui les grands fondamentaux qu'il nous a présentés. Je suis restée sur ma faim parce qu'évidemment, vous ne présentez pas, Monsieur, des solutions ou du moins des perspectives de solutions pour les années à venir. Alors, je voulais vous poser deux questions. La première, c'est qu'on sait que l'énergie la plus propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Est-ce que la France, aujourd'hui, est armée pour pouvoir rentrer dans la transition énergétique et avancer dans ce domaine-là? Deuxième question, j'en ai trois en fait. Deuxième question, en termes de fiscalité écologique, est-ce que vous avez des choses à nous proposer? Parce que là aussi, nous avons une réflexion importante et on sait qu'il y a des choses à faire. Et troisièmement, quelle est votre réflexion sur l'aménagement du territoire? Vous savez qu'aujourd'hui, on a de grandes réflexions aussi sur l'aménagement du territoire, les métropoles, les territoires qui se désertifient. Comment est-ce que vous voyez demain, avec les problématiques qui se posent, eh bien, notre territoire français? Merci. Merci, Monsieur Édouard Philippe. Merci d'abord pour la présentation qui était évidemment provocatrice, mais aussi perturbante et stimulante du point de vue intellectuel. Je voudrais poser deux questions et faire une remarque. La première question, c'est vous nous avez indiqué qu'il était temps de prendre en compte les indicateurs, et notamment les indicateurs de prélèvement sur les stocks. Et j'aurais aimé savoir si en France ou à l'étranger, il y avait des recherches dans le monde économique ou dans le monde de la comptabilité nationale pour mieux prendre en compte ces éléments de prélèvement sur les stocks. Éventuellement nous dire un petit mot sur la taxe carbone, enfin bref, tous ces indicateurs qui sont comptables, qui sont même économiques et qui permettraient de mieux traduire la réalité telle que vous l'avez décrite. Ma deuxième question, vous avez finalement dit peu de choses sur les impacts de tout ce système sur le climat. Et vous avez montré qu'il y avait une diminution de la ressource énergétique qu'il fallait prendre en compte, mais vous n'avez pas mis d'échelle de temps sur l'impact lié aux émissions de gaz à effet de serre qui étaient liées à cette ressource énergétique. Et la troisième chose, et pardon Président, je vais très vite, c'est dire quand même que c'est un message que moi je considère comme un message intéressant et d'espoir, parce qu'au fond, pour nous parlementaires, pour nous élus politiques, vous dites qu'en réalité ça n'est pas condamné, mais que c'est à nous d'inventer les réponses qui doivent prendre en compte la réalité que vous décrivez. Et donc finalement, je le prends comme un message de prise de pouvoir des élus et pas un message de condamnation des élus. Merci. À nous de prendre nos responsabilités. Jacques Krabal, qui ne pourra pas parler de Jean de La Fontaine, à mon avis. J'en suis vraiment navré. Donc pour aller vite, je voudrais revenir sur les énergies, les hydrocarbures non conventionnels.
vous n'en avez pas beaucoup parlé, seulement à travers un slide où vous dites une remarque sur les gaz et huiles de schiste, en faisant penser que vous y êtes opposé, défavorable. Je voudrais savoir pour quelles raisons. Après, vous semblez faire apparaître un certain effraiement à l'égard des énergies renouvelables, simplement à travers le fait qu'elles représentent peu. Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Concernant le nucléaire, vous n'en avez pas du tout peur. Vous citez même dans votre livre, et j'aimerais bien avoir quelques commentaires, parce que vous êtes assez sûr de vous. Est-ce que vous revenez sur cette expression en disant que, concernant la catastrophe de Tchernobyl, à ce jour, aucune épidémiologie n'a pu mettre en évidence un quelconque surcoût de mortalité par cancer ou à cet accident, mis à part les quelques dizaines de décès que cela représente, alors qu'on sait bien dans d'autres études que ça peut aller de 5 000 à 80 000 morts. Donc vous êtes assez agrégé en certitude dans votre expression. J'aimerais savoir si vous le maintenez par rapport à cette assertion qui apparaît chante aujourd'hui. Merci. Sylviane Allot. Oui, mes questions vont peut-être paraître un peu décalées par rapport à la nature de votre exposé, mais je vous ai lu concernant le gaz de schiste ce que vous appelez la fausse bonne idée. Et je profite donc de votre présence parmi nous aujourd'hui pour vous poser quelques questions. La première, sur quelles études vous basez-vous pour affirmer cela ? Parce que finalement, la réalité est que l'on bloque sur la méthode d'extraction, qui est, il est vrai, particulièrement dommageable pour notre planète. Mais deuxième question, ne doit-on pas encourager la recherche pour trouver d'autres méthodes d'extraction ? D'ailleurs, certains pays commencent à s'y atteler. Doit-on rester les bras croisés à attendre pendant qu'eux cherchent ? J'aurais aimé avoir votre sentiment sur ces deux questions, sur ces deux sujets. Je vous remercie. Merci. Jacques Kosowski. Oui, merci, Président. Monsieur, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, je vous sais très partisan du recours à l'énergie nucléaire civile qui, d'après vous, serait beaucoup moins dangereuse que, par exemple, le charbon. Vous pensez que l'élévation de la température sur notre planète aura un impact beaucoup plus grave que l'écosystème de ces catastrophes, disons, dans les centrales. C'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Je vous ai lu aussi. Et même si cela doit faire réagir certains de nos collègues, et c'est le cas, je souhaiterais que vous puissiez nous expliciter votre position en faveur du nucléaire, dont l'utilisation à terme apparaît comme très contestée par le gouvernement actuel. Merci. 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 Madame Brigitte Allain. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais concentrer ma question sur l'alimentation. Dans votre exposé, nous avons vu tout à l'heure que l'alimentation a un fort impact concernant nos émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, je suppose que des scénarios ont été étudiés concernant l'évolution de nos besoins alimentaires d'ici 2050, parce que c'est bien de là qu'il faut partir si on ne veut pas diminuer notre alimentation. En tous les cas, ça suppose de réels changements. Mais les scénarios prévoient effectivement une alimentation qui évolue, mais aussi des besoins énergétiques. Et donc, ça suppose de changer fondamentalement de politique agricole. Que pensez-vous de scénarios qui ont été proposés par AFTER, par exemple, et qui impliquent notamment des régions pour évoluer vers d'autres pratiques et qui disent clairement qu'il faut un rendement croissant d'adoption. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une adoption quasi générale des politiques de ceux qui pratiquent l'agriculture, de tout l'entourage, il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc, ce sont ces scénarios-là qu'il faut mettre en œuvre et donc avoir une réelle politique. Merci. Serge Bardy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, je voudrais, comme vous l'avez dit, chacun d'entre nous est bien entendu d'accord en tant que législateur, et peut et doit s'intéresser à la lutte contre le réchauffement climatique, établir un cadre juridique. Alors, il y a quand même au niveau mondial, comment pourriez-vous nous indiquer, à votre avis, quels sont les points de blocage qui, depuis 20 ans, après le sommet de la Terre de Rio, rendent aussi ardue et inopérante la lutte contre le réchauffement climatique au niveau international, et notamment au regard des institutions en charge de cette lutte? Dans divers documents que vous avez publiés, vous esquissez quelques pistes sur le programme d'action qui, à vos yeux, serait souhaitable en la matière.
Alors, 2 questions. Moi, j'ai noté une proposition résidant sur la nomination d'un conseiller technique dans chaque cabinet de chaque ministère et dans chaque direction générale européenne, ou envoyé dans une cour des comptes rebaptisée Cour du développement durable. Pouvez-vous nous préciser cette proposition? Quel serait le rôle précis de ces conseillers? Par ailleurs, vous dites aussi, vous évoquez la baisse nécessaire de la demande en matière d'électricité, de chaleur et de mobilité. En période de crise, comment concilier une forte augmentation des tarifs énergétiques sans diminuer brutalement le niveau de vie des Français, dont une grande partie est d'ores et déjà fragilisée? L'augmentation des tarifs de l'énergie, pour eux, aurait des conséquences catastrophiques. Pourriez-vous nous confirmer votre réflexion en la matière? Et je voudrais terminer par une petite provocation et constructif aussi. Quelles propositions pourriez-vous nous faire pour concilier l'engagement 41 du président Hollande, à savoir une baisse de la part du nucléaire de 75 à 50%, avec une baisse de nos émissions de CO2? Merci. Essayez de respecter, s'il vous plaît, Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, merci pour votre brillant exposé que j'ai bien apprécié, qui décoiffe et qui change des exposés classiques que l'on a. Le gouvernement, aujourd'hui, veut réduire la part du nucléaire, mais il faudra bien remplacer cette part d'énergie. Et vous l'avez déjà dit. Ce n'est pas l'éolien ni le photovoltaïque qui vont remplacer en totalité cette manque d'énergie. Nous avons le gaz, le charbon ou le pétrole, mais plusieurs problèmes. On sera dépendant des autres pays, on polluera beaucoup plus par l'émission de CO2. Et d'après votre exposé, si j'ai bien compris, les ressources en charbon diminuent fortement. Alors, 2 questions. Que fait-on et quelle est votre position sur le sujet? Merci. Merci. Charles-Ange Ginesi. Oui, Monsieur Jancovici, merci pour cet exposé qui effectivement apporte un éclairage nouveau. Et pour ma part, je voudrais vous poser une question qui consiste à dire, et je suis d'accord avec vous, qu'il faut, dans la transition énergétique, moins consommer d'énergie fossile. Mais en même temps, vous nous expliquez que les énergies renouvelables ne représentent rien sur la part énergétique. Donc, ne peut-on pas trouver dans cette diminution de notre consommation un équilibre qui fasse qu'on ne se trouve pas en décroissance? Parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand vous dites « je préconise le budget à croissance zéro ». Je préconise un budget qui n'avance plus. Or, on sait qu'économiquement parlant, s'il n'y a pas de croissance, notre société ne trouvera pas une capacité à rebondir. Et puis, ce qui m'a interpellé également, c'est le fait que vous disiez que sur la recherche, il n'y a pas de possibilité d'obtenir un avenir. Je crois, moi, pour ma part, que la recherche doit représenter demain une nouvelle espérance. Merci. Christophe Priou. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, alors, on avait parlé en d'autres temps du plombier polonais. Quel avenir vous pouvez décrire pour le marin pêcheur breton, puisque va-t-il pouvoir continuer à aller en mer? La ressource, on s'aperçoit aussi que s'il faut manger moins carné, le poisson est de plus en plus poisson d'élevage, donc aussi énergie. Et puis le marin pêcheur, une fois qu'il est en mer, il faut qu'il se loge. Et on a bien vu sur certaines cartes que la pression, la population a été vers les pôles urbains et vers le littoral, et que souvent la maison du pêcheur est devenue une résidence secondaire, et qu'on construit maintenant pour les jeunes pêcheurs sur les terres agricoles. Donc quel urbanisme pour demain, quand on voit également la part de consommation de la construction de logements et de l'énergie pour habiter celui-ci? Jean-Louis Bricot et ensuite Monsieur Heinrich. Oui, Monsieur Jancovici, Monsieur le Président, excusez-moi de mon retard, je n'ai pas pu apprécier votre intervention. Je crois que j'ai dû louper quelque chose. Mais je crois que dans vos travaux, vous appelez nos villes à se moderniser, notamment du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. De même, vous plaidez pour que les collectivités aient s'acquitter d'une taxe carbone, je crois. Donc pour autant, vous n'êtes pas sans ignorer la complexité, le contexte financier difficile dans lequel les collectivités ont à boucler leur budget. C'est pourquoi ma question sera simple. Comment envisagez-vous la mise en place de cette taxe et d'une façon plus générale, dans votre théorie, quel rôle assignez-vous à l'État dans sa mission d'accompagnement des collectivités territoriales? Merci Michel Heinrich et Madame Sophie Rofrich ensuite. Merci Monsieur le Président, je vais être très bref. Vous avez conclu, Monsieur Jancovici, merci encore pour votre exposé qui nous a, je crois, qui nous a réveillés et ensuite peut-être un peu abasourdis. Vous disiez en conclusion, on ne sortira pas du problème sans vision.
ou c'est le chaos qui réglera le problème? À votre avis, chaos ou capacité d'avoir une vision? Et concernant la taxe carbone, la taxe carbone appliquée à un pays peut-elle être un gadget temporairement utile? Merci, Madame Sophie Rofrich. Oui, merci Monsieur le Président. Je dois avouer que cet exposé effectivement a été passionnant. J'ai, comme certainement la plupart d'entre nous, pas tout compris, mais peut-être compris quand même qu'avec ce nouveau modèle que vous nous proposez, le débat c'est plus sur la transition énergétique, c'est sur la transition tout court, et qu'on a une formidable occasion, ou plutôt une opportunité, vu que le coût du capital n'a jamais été si peu cher, d'investir massivement enfin pour développer le cas échéant des énergies renouvelables, ou alors investir massivement peut-être pour développer le nucléaire, dont finalement le rendement est maximum, en tout cas en matière de production électrique. Donc question sur le nucléaire comme beaucoup d'autres de mes collègues. Ensuite, quel est le bon échelon de réflexion pour un élu? Est-ce que c'est vraiment le petit territoire, la France, l'Europe? Évidemment, l'idéal, ce serait le monde, mais on ne peut pas réfléchir tous ensemble et adopter les mêmes positions. Enfin, dans un de vos articles, vous suggériez, puisque les prévisions de l'AIE sont jamais conformes finalement à ce qu'elle prétendait être, la création d'une commission parlementaire sur les travaux de l'AIE et sur la meilleure façon de prévoir les quantités d'énergie, notamment fossile. Peut-être que le président pourrait aussi, lui, suggérer la création de cette commission pour que nous saisissions du sujet. Yves Albarello. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, une question volontairement provocatrice. Je vous écoute, voilà, je vous ai écouté, vous m'écoutez, je vous pose une question. Voilà, je disais une question volontairement provocatrice. Est-ce que nous persistons pas dans l'erreur à vouloir améliorer sans arrêt notre bilan carbone lorsque le plus gros consommateur d'énergie fossile au monde, la Chine, ouvre, et j'ai été effaré par le chiffre, vous l'avez cité tout à l'heure, ouvre une centrale à charbon par semaine. Et donc forcément, le bilan carbone, il est négatif en Chine, plus positif chez nous, et donc ça s'annule. Est-ce qu'on ne persiste pas dans l'erreur, ou la règle du jeu doit être ronde? Oui, si ce n'est que la Chine est le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables, il faut aussi le signaler. Oui, mais bon, je voudrais simplement dire que le temps de parole dont je dispose, je l'ai très peu utilisé jusqu'à maintenant. Vous aurez pu le constater. Je suis quand même d'une très grande réserve et en général, j'évite de piéger les parlementaires qui sont là pour poser des questions, pour écouter, pour échanger bien entendu avec les personnes qui sont invitées. Mais c'est vrai que je suis particulièrement vigilant et respectueux des responsabilités des parlementaires de cette commission. Voilà ce que je souhaitais dire. Voilà, merci beaucoup, vous êtes gentil. David Douillet, pour une minute, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans une tribune qui est parue le 6 janvier dans le JDD, vous expliquez, donc vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous le dites aussi d'une autre manière, que sans énergie, je vous cite, à profusion, il n'y aurait aujourd'hui ni pouvoir d'achat multiplié par 50 en 150 ans, ni baisse du temps de travail à 35 heures, ni aliments à profusion en toute saison, ni mobilité pour tous, ni espérance de vie passée de 25 à 80 ans en 2 siècles, etc. Alors, si l'énergie est comme vous le développez dans cette tribune, et comme vous l'avez développé tout à l'heure, est la base de l'ensemble de l'économie, comment vous envisagez, si mes collègues me laissent parler, la transition énergétique, qui serait alors une transition beaucoup plus globale dans notre modèle économique actuel, et pas un simple glissement d'une énergie à une autre? Et puis, est-ce que vous pensez que en France, nous sommes en retard ou pas? Est-ce qu'on a anticipé les choses? Merci. Merci. Deux derniers intervenants, Alain Geste et ensuite Jacques-Alain Benisti. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jancovici, ça fait la 3e fois que je vous écoute et à chaque fois c'est un vrai bonheur parce que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent. Tout à fait. Non, le Président vous soutient, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Ça y est, ton temps est écoulé. Je voulais
simplement vous demander, je vous ai déjà entendu dire, et pas aujourd'hui, que à la solution au problème des carburants automobiles, compte tenu de ce qui va arriver sur le plan du pétrole, et que vous êtes sur une ligne proche de cocher dans ce domaine, c'est qu'il fallait multiplier par 2, voire par 3 le prix des carburants. Vous avez dit à l'époque, d'ailleurs, dans la mission réchauffement climatique, qu'on vous confierait volontiers le poste de ministre qui va bien pour l'expliquer aux citoyens. Et puis je vous ai vu dans un article que la Commission nous a intelligemment adressé, d'ailleurs, parler des tarifs subventionnés sur le gaz et l'électricité, et dire que c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. J'aimerais un petit peu connaître votre avis sur la vérité des prix en matière d'énergie. Merci. Pour conclure, Jacques-Alain Benisti. Oui, merci Monsieur le Président. La question que je voulais poser à Monsieur Jancovici, c'était que ce matin, vous le savez, un énième séisme d'amplitude 8 donc, a eu lieu dans le Pacifique face aux îles Fidji, et pas très loin d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie qui est actuellement donc, en alerte maximum. Je voudrais savoir, pensez-vous qu'il y a un rapport de cause à effet entre le changement climatique et les mouvements géologiques que nous connaissons de plus en plus ces derniers mois? Merci. Bien écoutez, Monsieur Jancovici, vous avez la parole. Beaucoup de sujets. Bigre. Alors ça va peut-être être un peu décousu. Je vais commencer par 2 ou 3 remarques générales. La première, c'est comme vous vous en doutez bien, je ne vais pas pouvoir répondre de manière détaillée à toutes les questions de détail. Il y en a un certain nombre qui ont été... Quand je dis de détail, c'est une technique particulière, hein, etc. Pour ceux qui ont le temps, je sais que c'est une denrée précieuse pour vous, encore plus que pour moi, il y a des réponses sur mon site personnel. De temps en temps, je vous dirai confère ce que j'ai écrit sur le sujet, parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de le traiter ce matin, et je pense plus utile de vous livrer des choses un peu plus générales. La deuxième chose, c'est qu'il y a une remarque que je fais très souvent avant une intervention, c'est d'expliquer que les malentendus vont toujours se nicher dans ce qui n'a pas été dit. Et en 45 minutes ou en 50 minutes, on fait 45 ou 50 minutes. Un certain nombre d'entre vous ont fait la remarque à laquelle je souscris évidemment qu'on ne parle pas de transition énergétique, on parle de transition tout court et on parle de projet de société à long terme. Donc en gros, il s'agit d'aller conquérir la Lune, quoi. Ce n'est pas une affaire de transition énergétique. À partir du moment où on accepte l'idée qu'on va toucher à tout dans cette affaire, expliquer la solution à tout en 45 minutes, si quelqu'un a la solution dans cette salle, je prends, ça m'intéresse beaucoup, je le recyclerai, ces circonstances, dans plein d'autres occasions. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je vais pouvoir impressionner mes filles ce soir en leur disant que j'ai parlé à un champion olympique. Ça, c'est quand même quelque chose. Non. Il ne faut pas se désunir. Hein. Vous savez, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Hein, donc, des adolescentes de 16 ans. Bon. En fait, je vais en faire une remarque beaucoup plus générale. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Hein, l'idée que les gens vont aller tout seuls là où il faudrait qu'ils aillent, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment aller chercher les gens là où ils sont. Quelques questions ont été posées sur les ressources, et notamment sur les gaz de schiste. Alors ça, je vais quand même y répondre. Ordre de grandeur, l'Europe consomme aujourd'hui 500 milliards de mètres cubes de gaz par an. Là-dedans, 300 viennent de la mer du Nord. Le détail du calcul est sur mon site, donc je vous donne juste le résultat. Ce qu'on pourrait obtenir des gaz non conventionnels est de l'ordre de quelques dizaines de milliards de mètres cubes par an en Europe. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Sur une consommation annuelle qui fait aujourd'hui 500. Je vais vous donner maintenant un cas plus particulier qui est celui de la France. La France, c'est 50 milliards de mètres cubes par an. Là-dedans, il y en a 30 dans le chauffage, 15 dans l'industrie. Si le seul problème, c'est de satisfaire les demandes des chimistes français, en conservant 15 de consommation de gaz naturel en France, on s'en sort sans problème. Et la question est de supprimer les 30 qu'on a dans le chauffage, qui, soit dit en passant, nous coûte 6 milliards d'euros d'importation par an. Et ça se fait avec de l'isolation et des pompes à chaleur. On n'a pas besoin de gaz pour ça. Donc, sortir le gaz et le fioul des usages thermiques dans le bâtiment est une des premières priorités, à mon sens, dans toute conquête de la Lune, puisque moi, c'est comme ça que j'ai envie. C'est le nom que j'ai envie de lui donner. Et j'ai d'autant plus envie de lui donner ce nom-là que, comme je l'ai dit un certain nombre de fois, il va falloir demander de l'effort à tout le monde. Et l'effort partagé par tous n'est possible que quand il y a un truc un peu excitant en face. Hein, donc quand vous dites à un astronaute qui va aller sur la Lune, il est d'accord pour se mettre pendant une semaine dans une boîte de conserve, risquer sa vie, pas voir sa femme, etc. Et tout ça parce qu'en face, il a un truc qui l'excite beaucoup. Eh bien, je pense que si on n'a pas, et ça c'est votre métier, je suis désolé, c'est pas le mien, si on n'a pas une vision exaltante à long terme à proposer au pays, c'est pas la peine de songer à la bonne manière de lui demander des efforts. On peut bricoler, poser des rustines, etc.
Mais c'est pareil. Et c'est exactement le même sujet, soit dit en passant, pour l'argent. Et je vais prendre un exemple tiré de la vie courante. Si un de vos enfants vient vous voir en vous disant papa ou maman, j'ai déconné, non, excusez-moi, parents dans le futur code civil, non, pardon. Donc papa ou maman, j'ai déconné et j'ai 500 € de trous sur mon compte en banque qu'il faudrait boucher. Vous allez traîner les pieds, le faire une fois parce que vous l'aimez bien, puis la deuxième, vous allez commencer à trouver que la plaisanterie a assez duré. Le même vient vous voir une semaine après en disant papa ou maman, j'ai un projet pour l'avenir et j'ai besoin de 10 000 €. Vous les avez, vous payez. Vous les avez pas, c'est un autre sujet. Vous les avez, vous payez. Donc là, on est exactement dans la même configuration. On n'arrête pas de se demander où on va trouver l'argent pour faire des trucs avec une mentalité de bouchage, de pose de rustine. On va bricoler et on ne trouvera pas la moitié des machins dont on a besoin. Si on est dans une optique de conquête de la Lune, l'argent, c'est pas le sujet. L'argent, c'est pas le sujet. On le trouve. On a trouvé 1000 milliards pour sauver les banques. C'est pas le sujet. Ça, c'est vraiment pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire, on n'aura pas de l'argent pour tout, et ça, j'y reviens. On n'aura pas à la fois de l'argent pour donner un travail à tout le monde, donner de l'espoir à tout le monde et donner plus de consommation à tout le monde. Ça, on l'aura plus. Mais préserver la stabilité socio-économique du pays avec de l'espoir et un travail pour tous, ça, on trouve. C'est vraiment pas le sujet. La deuxième remarque un peu générale que je voudrais faire, et se rapproche à ça, c'est quid de la France dans les négociations internationales climat. Alors, je vous l'ai dit, l'énergie fossile, c'est le pouvoir d'achat et c'est le niveau de vie. Jamais. En fait, quand vous prenez les choses comme ça, jamais vous ne parvenez à la conclusion que des hauts fonctionnaires, aussi méritants soient-ils, peuvent se réunir quelque part dans le monde et décider de leur côté de niveau rationnel de consommation des individus dans le monde. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce qui peut marcher, c'est qu'une région du monde, parce qu'elle est le dos au mur, se lance dans cette affaire de manière extrêmement résolue, structurée et massive. Alors, la raison pour laquelle j'ai attiré votre attention ce matin sur la particularité de la situation énergétique de l'Europe en matière de carburant et de gaz, c'est parce que je vous dis, l'Europe est le dos au mur, elle y est. Donc, notre choix sans regret, c'est de nous lancer de manière résolue dans une économie qui utilise de moins en moins de combustibles fossiles. Ça doit être ça, notre conquête de la Lune, et ça doit nous occuper 40 ans. Et ce n'est pas une transition à 100 milliards, c'est une transition à 5 000. Enfin, un calcul d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur des investissements qu'il faut consentir pour refaire les villes, refaire les infrastructures de transport, refaire le paysage agricole, parce que le paysage agricole qu'on a fait aujourd'hui ne convient pas à un monde sous stress énergétique. Un camion sur 3 transporte quelque chose qui se mange. Hein. Donc ça, le paysage agricole qu'on a organisé aujourd'hui ne convient pas à une raréfaction significative de l'approvisionnement énergétique. Eh bien, refaire tout ça, c'est 40 ans et c'est quelques milliers, alors je ne sais pas si c'est 4 000, 8 000 ou 10 000 milliards d'euros, mais pour moi c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une colonne vertébrale autour de laquelle il doit nécessairement y avoir le même consensus politique que pour le fait d'avoir des caisses de retraite, sinon on ne s'en sortira jamais, et il faut que vos divergences s'expriment à la marge sur des petites manières, des petits machins concernant la gestion du problème. Voilà. Un peu plus de marché ici, un peu plus d'État là, voilà. Mais si ça va au-delà de ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc à un moment, on a besoin de quelque chose qui ressemble à une union nationale, sinon on va vers le bazar pour tous, extrêmement bien partagé, mais je ne suis pas sûr que vous ayez été élu député pour vous occuper de ce genre de choses. En ce qui concerne le nucléaire, où là aussi énormément de questions ont été posées, alors la réponse courte, c'est que je pense que c'est une bien meilleure idée qu'une mauvaise. Dit autrement, la phrase exacte que j'ai envie d'utiliser, c'est qu'aujourd'hui, le nucléaire évite beaucoup plus d'inconvénients qu'il n'en crée. Mais il en crée. C'est absolument certain. Je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie propre, ça n'existe pas. Pas plus. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que, et ce n'est pas lui cirer les pompes, on trouve aujourd'hui, allez, je vais un peu le taquiner, au sein du Parti vert, un certain nombre de gens qui, tête à tête, entre la poire et le fromage, quand personne ne les écoute, à la limite, s'il y avait que ça comme sujet de dissension, il dirait, bon, allez, va bien, on met ça dans un coin et on n'en parle plus. Donc, vous avez tort, il faut les écouter. Vous avez tort, il faut les écouter. Je sais pas. S'il vous plaît. Et donc, donc j'insiste, hein, ça crée des inconvénients, ça en crée moins que les inconvénients que ça permet d'éviter. Voilà. C'est une affaire d'arbitrage. Alors, sur toute la partie technique, combien de morts à Tchernobyl, combien de déchets, etc., je vous renvoie à tous les écrits qu'il y a sur mon site. Vous avez une avalanche de chiffres. Toutes les méthodes et les sources y sont. Donc comme ça, vous pourrez voir pourquoi je pense ceci et pas cela. En ce qui concerne... il y a une question aussi fondamentale qui a été posée à un moment, qui est celle des besoins. Et on m'a attaqué au début des questions sur... vous dites qu'il n'y a pas de précarité, etc. Alors, j'insiste encore une fois, il y a les faits et le ressenti des faits. Ce qui compte dans le bulletin de vote, c'est le ressenti des faits. Ce qui compte pour le physicien, c'est les faits.
Donc, ce n'est pas parce que le ressenti des faits est totalement distinct des faits que pour autant les faits ne sont pas valides. À l'époque de la France d'en bas, j'avais fait l'expérience, je ne connaissais personne appartenant à la France d'en haut. Donc, toute personne considérait que la France d'en bas, c'était lui plus tous ceux qui sont en dessous. Ça marche extrêmement bien. Il y a une autre boutade que je tiens de mon associé qui est la définition du minimum vital. C'est quelle que soit la personne à qui vous posez la question, c'est ce que je gagne plus 10%. Alors, ce que je vous dis là, c'est de manière provocante, quelque chose que Tocqueville avait extrêmement bien expliqué dans ses ouvrages sur la démocratie, c'est que la démocratie nous rendra rouspéteurs et perpétuellement insatisfaits de notre sort, puisque comme les chances sur la ligne de départ sont censées être les mêmes pour tous, si quelqu'un est devant vous à la ligne d'arrivée, c'est pas juste. Donc, le grand problème, c'est qu'il va falloir faire avec ça. Et en France, 60 000 kWh par personne et par an, parce que c'est ça qu'on consomme, c'est 600 esclaves par personne. L'espérance de vie à la naissance en France aujourd'hui, 75 ans. L'espérance de vie à la naissance en France dans les campagnes il y a 2 siècles, 25 ans. Donc, qui est pauvre? Donc la question, elle est tout à fait centrale en termes de ressenti et d'équité. Alors ça, vous avez 100% raison. En termes de réalité physique, je le redis, même ceux qu'on appelle modestes devront prendre leur part à l'effort. Et la seule façon que je vois de les faire prendre part à l'effort, c'est de leur donner un boulot et de leur donner une perspective. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça sera l'émeute. Et par contre, je pense que s'ils ont un boulot et une perspective et de la fierté, on peut discuter. Question de la fiscalité qui a été posée aussi sur la taxe carbone. Alors la taxe carbone a un principe très simple, je taxe plus l'énergie, je détaxe le travail. C'est très simple, hein, le travail ne fait pas de changement climatique et il permet de résoudre le chômage. Le carbone est importé, il faut en l'air la balance commerciale et il faut en l'air le climat. Je déplace la fiscalité, c'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'en faire quelque chose de punitif, il s'agit d'en faire quelque chose qui guide. Alors, bah oui, c'est exactement comme un élève, vous ne lui dites pas qu'en une semaine après 6 ans, il doit être capable de rentrer dans une école d'ingénieur, vous lui dites qu'il a 20 ans pour ça. Donc là, c'est exactement pas, ou pour apprendre un métier plus généralement, là c'est exactement pareil, il s'agit de donner un cadre et une visibilité. Il se trouve que mon boulot consiste à essayer de soutirer à des gens qui n'en ont pas très envie de l'argent pour réfléchir à leur avenir, il s'appelle les affreux industriels. Que fait un affreux industriel ou un affreux gestionnaire d'entreprise quand il a à réfléchir à l'avenir? Il regarde où sont les certitudes dans l'avenir qu'on lui propose. Et si dans les certitudes, il n'y a pas le fait que l'énergie qu'il consomme va lui coûter de plus en plus cher, il ne fait pas les investissements correspondants. Or, l'énergie, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le sang de systèmes qui sont extrêmement rigides. Donc ça, le problème énergétique, et ça a été dit aussi, se résout par les investissements, essentiellement. C'est monstrueusement capitalistique de faire de l'efficacité énergétique. Monstrueusement capitalistique. Il faut changer les procédés industriels, il faut changer les bâtiments, il faut changer les infrastructures de transport. Il n'y a rien de plus... Changer les bateaux. Il n'y a rien de plus capitalistique que l'efficacité énergétique. Donc si on ne donne... Or, des investissements, vous avez besoin de visibilité pour avoir envie de les faire. Donc si on ne donne pas un cadre de visibilité à l'économie sur le prix, sur l'externalité de l'inconvénient, et ça renvoie à la finitude du monde, il faut mettre ça sous forme d'externalité dans l'économie, mais ça ne fait pas un projet de société, c'est un outil. Si on ne donne pas un prix aux externalités dans lequel l'industriel a de la visibilité, à ce moment, il reste assis sur sa chaise. Et c'est très exactement pareil pour les particuliers. Regardez la manière dont le différentiel essence-gazole a déformé le parc automobile en France en 30 ou 40 ans. Ça joue un rôle majeur à long terme, ce genre de signaux. Ça joue un rôle à court terme, jamais. À long terme, ça joue un rôle. Alors évidemment, c'est toute la difficulté du métier que vous faites. Vous êtes jugé sur des résultats à 3 ans quand le remède que vous proposez va en produire à 30. C'est pour ça que je disais, si on ne crante pas dans la population des consensus sur ce genre de sujet qui dépassent les clivages partisans, on aura le bordel. Excusez-moi, on aura le bordel. Alors, dans la dernière chose qui là va pas faire plaisir à notre ami Baupin, c'est la question du nucléaire. Je pense que si on veut que la population achète une vision à long terme et que si le milieu économique achète, qu'on veut qu'ils achètent, on ne peut pas être incohérent. Donc on ne peut pas dire j'ai hiérarchisé les nuisances comme ça, puis finalement maintenant je vais les traiter comme ça. Donc, ou bien on se dit la question de la dépendance de l'économie européenne aux combustibles fossiles et du changement climatique, c'est supra par rapport au nucléaire, et alors on prend tout ce qui permet de virer les énergies fossiles. Tout, nucléaire compris. Ou bien on dit, pour le moment, là, on a sorti un chiffre d'un chapeau, parce que 50% comme ça faisait bien, et puis 2025, ça faisait bien, parce que, entre nous soit dit, c'est sorti d'un chapeau ce chiffre. Hein. Et à ce moment, enfin bon, Sarkozy en a sorti d'autres, donc encore une fois, on va équilibrer les... Hein. Mais l'un comme l'autre ont été victimes d'illusions. C'est pas du mensonge, c'est de l'illusion. C'est très différent. Le mensonge, il y en a aussi, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est pire que ça, quelque part. C'est de l'illusion. Hein.
Et donc, parce qu'il y a des grands hommes d'État qui ont menti à des moments où ils pensaient que c'était très utile pour la population avec une vision de long terme. Donc bon, je vais peut-être vous choquer en vous disant le mensonge bien utilisé, peut-être qu'il y a des moments où c'est très salutaire. Mais là, il ne s'agit pas de mensonge, il s'agit d'illusion, encore une fois. C'est très très différent. Et donc, si on dit dans cette affaire qu'on se jette résolument dans le fait de mettre en place une société qui sait fonctionner avec moins de combustibles fossiles, d'abord, je pense que le sujet du nucléaire devient un sujet secondaire. Il faut quand même savoir qu'en Grande-Bretagne, après Fukushima, l'acceptance du nucléaire a augmenté. Hein. Elle est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant Fukushima. Chez les Suédois, elle n'a pas changé. Donc arrêtons de nous regarder le nombril. Il n'y a pas que nous dans cette histoire. Hein. Donc si on dit on a vraiment... En Iran, je ne suis pas partisan, vraiment. Mais encore une fois, il y a des tas de trucs... Non, mais il y a des tas. Je suis très partisan d'avoir un couteau pour couper mon beefsteak et je suis pas partisan de l'avoir pour tuer quelqu'un. Donc la question de savoir si un truc est nécessairement blanc ou noir, vous savez très bien que c'est un faux débat. Donc j'en reviens à ce que je disais. À partir du moment où on dit c'est ça notre projet de long terme, je pense que c'est si on arrive à entraîner l'Europe, la France a encore du poids dans la structuration du destin européen. Je pense que si on arrive à entraîner l'Europe dans une voie qui est on invente l'économie en 40 ans, pas en une semaine. On invente l'économie qui permet d'avoir des aspirations sociales et d'avoir de l'espoir pour l'avenir avec de moins en moins de combustibles fossiles. Je pense que c'est en faisant ça, puisque nous sommes des animaux mimétiques, qu'on a le maximum de chances d'entraîner le reste du monde dans l'action. Dit autrement, ça fait 20 ans qu'on se regarde en chien de faïence parce que personne ne sait comment faire. Les premiers qui font, ils emporteront le morceau. Les premiers qui font, c'est prime à l'agresseur, là, ou prime à l'assaillant, je ne sais pas comment il faut dire. Mais c'est le premier qui fait qu'emportera le morceau. L'Europe a une raison excellente pour faire, qui n'a rien à voir avec le climat, je le redis, c'est que si on reste sur la ligne de pente en ce qui concerne les combustibles fossiles, on enchaînera des récessions en étant complètement désemparés face à ce qui nous arrivera. Voilà ce qui va se produire. Donc le bazar dans les banlieues, c'est que le début, si on reste sur la ligne de pente. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas critiquer le président qu'on vient d'élire. De toute façon, on l'a pour 5 ans, on va bosser avec lui, hein, ce n'est pas le sujet. C'est de bien se rendre compte de la marge de manœuvre et du terrain de jeu qui est aujourd'hui le nôtre et de ce qu'on a le droit de faire dans ce terrain de jeu pour avoir de l'espoir et de ce qui est voué à l'échec d'entrée de jeu. Et je suis tout à fait d'accord, je suis très content de l'avoir entendu, et ce n'est pas parce que on s'est déjà parlé avant avec la remarque d'Édouard Philippe. Je pense que ce truc-là, ça doit vous stimuler et pas du tout vous abattre. Je pense que ça doit vous stimuler et pas du tout vous abattre. Par contre, je pense que le temps presse, on l'a déjà dit, et je pense qu'il est donc extrêmement urgent d'avoir quelque chose qui commence à être un peu sérieux sur la manière dont on fait un projet politique désirable dans ce genre d'univers. Je pense que c'est urgent. Moi, je veux bien vous y aider. Un mot sur les énergies renouvelables, quand même. Oui, alors les énergies renouvelables, j'ai été un peu taquin sur une chose, mais qui correspond encore une fois aux faits. Je vais vous donner un exemple. À la suite du Grenelle, on aurait dit le truc intéressant, c'est de déployer les poêles à bois. J'aurais dit très bien. On a dit on va investir dans les panneaux solaires photovoltaïques. C'est la dernière des conneries qu'il fallait faire. Donc je ne suis pas contre les énergies renouvelables, je suis contre la méthode sentimentale de gestion d'un sujet sérieux. À partir du moment où le sujet est majeur, on ne le gère pas avec des méthodes sentimentales. Moi, si j'ai un sujet majeur dans ma boîte, je ne vais jamais gérer ça avec des méthodes sentimentales, sinon je suis sûr de couler. Il y a un pays qui est remarquable en matière d'énergie renouvelable qui s'appelle la Suède. La Suède n'a quasiment pas de combustible fossile dans son industrie lourde. Quasiment pas. Je vous rappelle, soit dit en passant, que la Suède consomme autant d'électricité nucléaire par personne que la France. Vous le saviez, ça ? Autant d'électricité nucléaire par personne que la France en Suède. Et ils ont, sauf erreur de ma part, une réputation parfaitement écolo, vu d'ici. Hein. Donc la Suède consomme 2 fois plus d'électricité que la France par personne, moitié hydraulique, moitié nucléaire. L'industrie lourde utilise essentiellement de l'électricité décarbonée et du bois. Ils ont une consommation de gaz et de charbon en Suède qui est quasi nulle. Et la totalité du chauffage est assurée avec des réseaux de chaleur au bois, mais ils ont 350 000 km² de pays pour 9 millions d'habitants, couverts à 70% de forêt. Et la clé du succès pour les énergies renouvelables, elle va être là, toujours. La clé du succès pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup de montagnes ou beaucoup d'espace pour faire pousser quelque chose. Sinon, compliqué. Une des énergies renouvelables, à mon avis, très intéressante à regarder pour les Européens, c'est ce qui se passe dans le désert, où il y a plein de soleil, et pas beaucoup de monde à emmerder. Et au lieu de dépenser 100 ou 150 milliards d'euros dans de la CSPE pour déployer du photovoltaïque en France, on aurait fait un grand projet industriel avec ça pour se mettre d'accord avec les Marocains, les Algériens ont du gaz donc ils s'en foutent, et les Tunisiens, et les dit bien aujourd'hui,
on aurait pris pied sur quelque chose où on était sûr de donner du boulot aux ouvriers français pour développer des technologies qui seront peut-être extrêmement utiles dans toute la bande tropicale à l'avenir. Donc voilà, je ne suis pas du tout contre les énergies renouvelables, je suis un grand partisan des énergies renouvelables, gérées avec des méthodes sérieuses. Je suis désolé, c'est beaucoup plus sérieux que le PV. Un Libertech serait beaucoup plus sérieux qu'un Desertec. Eh bien, écoutez. Les Espagnols aujourd'hui qui sont en train de trouver la potion économique pas très sympathique, ils ont plein de soleil dans le sud, et à mon avis, aller faire des choses intelligentes dans le solaire à concentration avec les Espagnols aujourd'hui, c'est bien mieux que de faire du PV en France. Voilà. Du photovoltaïque en France. Voilà. Donc la question, c'est... Pardon ? L'éolien en France n'a pas beaucoup d'intérêt. L'éolien a de l'intérêt dans les pays qui ont des centrales à charbon et qui souhaitent consommer un peu moins de charbon. Si vous commencez à avoir une diffusion massive de l'éolien, vous avez besoin de moyens de stockage derrière. Et là, le coût du mégawattheure éolien stocké, restitué dans une steppe que vous auriez créée pour l'occasion, il se balade quelque part entre 200 et 400 euros. Alors, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, une hausse du prix de l'énergie, moi je m'en fous, si c'est de la rente redistribuée nationalement. D'accord ? Je m'en fous. Non, mais c'est ça qu'il faut que ce soit. Alors, par ailleurs, un autre truc, je n'ai pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui, mais une autre règle de 3 qui se trouve sur mon site montre, et ça c'est peut-être le mot de la fin, que quand vous déplacez une énergie produite nationalement, exemple nucléaire, vers une autre énergie produite nationalement, exemple l'éolien, si vous payez les gens la même chose dans les deux cas de figure, globalement, vous ne créez pas d'emploi. C'est perturbant, mais il y a une règle de 3 qui permet de le montrer. Merci à Jean-Marc Jancovici pour son intervention et la réponse à ces questions et ce débat nourri et, je l'espère, fructueux. Merci beaucoup.